Eh bien, je crois que presque tout le monde est là. Les retardataires, prendront le train en route. Qu'est-ce que tu en dis, Simon? On va démarrer? On peut y aller, on a pas mal de choses à voir, donc à mon On avis, a il ne faut pas beaucoup de qu'on choses tarde. à voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus, dans ce Webeco organisé par Itavi et Filières Avicoles. Nous sommes ensemble pour évoquer donc le marché des œufs et des ovoproduits en France et dans le monde. Ça, ce sera pour la première partie. Et en seconde partie de ce webinaire, nous aborderons le marché du lapin. Pour en parler, nous avons donc Simon Fourdin avec nous. Simon, vous êtes le directeur du pôle socio-économie chez Itavi. Et nous pourrons aussi compter sur Mohamed Bouzidi, chargé d'études pôle économie chez Itavi, qui sera notre monsieur chiffre, prêt à nous sortir des données à tout instant en fonction des questions que vous pourrez nous poser. Et on compte sur vous pour participer à ce webinaire. Quant à moi, si vous n'étiez pas là mercredi pour notre précédent webinaire, mon visage ne vous est peut-être pas encore familier. Je suis Diane Delangle, responsable de la rédaction pour le magazine Filières Avicoles. Je succède à Maëva Gégou depuis le mois de juillet de cette année et je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Ce webinaire peut exister bien sûr grâce à l'appui de nos financeurs et partenaires que sont CCPA et Tecna. Allons-y, commençons un petit peu ce tour de l'actualité de la filière œufs et ovoproduits. Merci beaucoup, Diane. Donc effectivement, on va démarrer comme habituellement sur l'œuf et on prendra un second temps pour parler du lapin. Sur la première partie, sur l'œuf, on vous propose, comme d'habitude, un petit tour, d'abord en passant par les matières premières, puis on fera un point sur la consommation en France et notamment sur les différents modes de production. La question du marché français des œufs et des ovoproduits et un petit focus aussi sur le marché européen sur cette même question et on reparlera aussi des sujets un peu d'actualité pour la filière. Dans les épisodes précédents, donc il y avait tout le contexte économique, inflation, donc l'inflation qui ralentit fortement et le prix des produits alimentaires en baisse. Donc on va voir quelle est un peu la dynamique que ça peut représenter sur l'œuf. Il y a la question de l'IAHP avec la deuxième campagne de vaccination. Il y a aussi quand même des nouveaux cas, donc on fera un petit point là-dessus. La question Ukraine-Brésil, alors on a laissé Brésil, ça concerne plutôt la volaille de chair. Là, pour les œufs, ça va être plutôt la partie ukrainienne qui va être le gros point d'interrogation. Donc on a préparé quelques petites données spécifiques sur le point des importations depuis l'Ukraine. Et puis sur les réglementations européennes, donc déjà depuis mercredi, les choses ont encore un petit peu évolué, puisque ça y est, les commissaires européens sont installés. Donc maintenant, on va pouvoir voir un peu quelles seront leurs feuilles de route pour les années à venir, maintenant que la nouvelle commission est installée et que les commissaires ont été retenus. Et notamment dans les sujets, il y a la réglementation transport qui est en discussion, qui va faire parler d'elle dans les mois qui viennent. Alors pour démarrer, sur les matières premières, alors ceux qui étaient déjà là mercredi, il y a beaucoup de choses qui vont être un peu en commun avec ce qu'on avait déjà pu dire la fois dernière. Donc ce qu'il faut retenir sur les matières premières, c'est qu'après des années quand même où on était dans des niveaux beaucoup plus bas, que ce soit sur le blé, le maïs, enfin les céréales en général, on a eu une année depuis la crise en fait ukrainienne, depuis la guerre en Ukraine, une inflation très très forte des prix des matières premières. On a une année donc 2022 qui avait été assez forte, suivie par une année 2023 qui a démarré très fort et puis qui a baissé au fur et à mesure de l'année. Et 2024, donc on est reparti à des niveaux un peu inférieurs à l'année précédente, mais néanmoins toujours bien supérieurs à ce qu'on avait avant crise, avant guerre. Sur le blé, la difficulté, et ça tout le monde l'a bien en tête, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, c'est la mauvaise récolte française liée aux intempéries au niveau français et notamment plutôt dans l'ouest européen. Il y a eu des difficultés aussi, mais pour des questions autres en Russie, et notamment là, ça a été plutôt le gel. Mais par contre, il y a d'autres régions du monde qui ont pu avoir des difficultés les années précédentes, qui là sont plutôt en progression, l'Australie, le Kazakhstan. Et donc, il y a des stocks qui sont plutôt élevés chez les principaux pays exportateurs. Un autre point important, c'est quand même la baisse de l'euro par rapport au dollar, qui peut jouer quand même bien sûr sur les exportations. Si la monnaie est plus faible, ça peut favoriser les exports et compliquer par contre les imports. Sur le maïs, là il y a eu l'élection de Donald Trump qui va venir sûrement un peu bousculer les choses, puisque bien sûr les États-Unis sont un gros pays exportateur, avec tout ce qui risque de se passer sur les marchés suite à son élection, et notamment le fait qu'il veuille imposer un certain nombre de droits de douane sur des denrées qui arriveraient aux États-Unis, risque d'avoir des effets retour avec des taxations aussi sur des produits américains. Et là, en attendant que ces choses-là se mettent en place avant son investiture dans 2 mois,
il y a quand même un peu de tension sur les marchés où il y a des rachats de positions pour ceux qui veulent se sécuriser avant la mise potentielle de ces nouvelles taxes. Et en Europe, il y a bien sûr eu, toujours à cause des difficultés météo, des récoltes un peu tardives qui ont contraint un peu les couvertures. Donc ça, c'était sur la partie céréales. Sur la partie oléagineux, donc on a un peu des choses un peu similaires en fait en termes de contexte, hein, bien sûr, notamment sur le soja où les États-Unis sont aussi un gros pays producteur, où il y a notamment la Chine hein, qui commence à acheter de plus en plus sur des origines Brésil ou sud-américaines pour se garantir, anticiper la potentielle guerre commerciale qui devrait suivre avec des achats originaires des États-Unis. Et puis le tournesol, lui, subit surtout du coup la forte concurrence du soja, sachant qu'il y a de plus en plus quand même d'opérateurs qui, quand ils veulent prendre des alternatives au soja, se tournent notamment vers le tournesol iPro, qu'on voit sur le graphe de droite, et donc forcément, il peut y avoir des reports qui se font à ce niveau-là. Quand on regarde sur les courbes, 2024 qui est en noir par rapport à la courbe jaune de 2023, on voit qu'on est quand même à des niveaux bien en deçà de l'année précédente sur les oléagineux, voire même pour le tournesol en deçà de ce qu'on avait pu connaître dans les moyennes des années précédant la crise. Donc pour ça, c'est un petit peu différent des céréales. Alors sur l'indice Itavi, donc l'indice des matières premières qui servent à l'alimentation, sur l'indice Itavi pondeuse, vous l'avez en orange en très plein sur cette courbe. Donc on a eu un gros pic suite lié donc le 24 février avec le démarrage de l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc on a eu un gros pic sur l'ensemble des matières premières qui a créé ce pic sur l'indice Itavi. Puis on a eu les corridors de solidarité qui se sont mis en place. On a eu les initiatives céréalières de la mer Noire où on a pu à nouveau exporter, faire sortir du pays de l'Ukraine un certain nombre de matières premières qui ont permis une certaine détente sur les prix. Même si ces initiatives-là, on en avait déjà parlé dans des web échos précédents, sont terminées actuellement, puisque la Russie a empêché la poursuite de cet accord-là. Il y a quand même toujours des marchandises qui arrivent à sortir du pays. Hein. Pour rappel, Russie et Ukraine sont deux très gros pays producteurs et exportateurs sur un certain nombre de matières premières. Et donc, on a eu une détente depuis, donc quasiment, on va dire, une courbe aussi descendante qu'elle avait pu être ascendante au début de 2022. On a atteint jusqu'à un niveau un peu plancher en mars, avril, mai de 2024, et on a eu un petit rebond qui explique, qu'on voit là bien sur le graphe en couleur jaune, qui a expliqué un petit regain là, sur les indices Itavi. Là, vous avez la comparaison aussi aux indices IPAMPA. Donc, on sait que les indices Itavi, comme c'est vraiment les indices matières premières, ils sont plus réactifs que des indices aliments que sont les indices IPAMPA. Donc, vous avez effectivement quelque chose d'un peu plus tassé pour les indices IPAMPA, que ce soit en code 3 pour la cage ou en code 2 pour le sol. Alors, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, donc là, c'est la comparaison de l'indice Itavi, donc en pointillé noir, l'indice IPAMPA en pointillé bleu et les indices aliments d'autres pays que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne, les principaux pays producteurs en œufs en Europe. Et donc, vous voyez vraiment que tout ça évolue de façon similaire dans les autres pays. C'est normal, on est sur des marchés qui peuvent être à l'international, et donc forcément, on a des tendances qui se retrouvent un peu dans les autres pays de façon similaire. Alors, on en avait parlé aussi il y a 2 jours. Il y a eu encore du nouveau entre les 2 jours, entre le web écho volaille de chair et celui-ci. Donc, je vous dirai un petit peu où on en est sur ce point. Rappel du contexte pour ceux qui avaient peut-être moins suivi ou qui n'ont pas eu tous les éléments. Face à une nouvelle réglementation, l'Union européenne a souhaité en fait interdire des produits qui peuvent contribuer, qui ont contribué ou qui pourraient contribuer à la déforestation. Et il y a 7 commodités qui ont été concernées, donc le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le bœuf et le bois, et le soja. Et donc en premier lieu, là, ce qui va nous concerner pour nos filières, c'est avec le soja. Pour rappel, par contre, il n'y a pas le poulet ou il n'y a pas les œufs non plus qui sont concernés. C'est-à-dire que si on importe du poulet qui a consommé du soja qui vient d'une zone déforestante, là, il n'y a pas de conséquences, alors que c'est le cas pour le bœuf. Donc ça, c'est un peu une particularité, on va dire, de cette réglementation qui ne couvre pas 100% des filières.
Il y a 3 obligations pour les opérateurs, avec des exceptions ou des délais, supérieurs pour les TPE, PME. Donc c'est déjà être en zéro déforestation, donc il ne faut pas qu'il y ait de déforestation ou de dégradation après une date butoir. Donc il y a une date qui a été déterminée et si après cette date, il y a eu des dégradations ou de la déforestation, eh ben, on ne peut pas importer de produits de cette zone-là. Être légaux, bien sûr, avec la législation du pays d'origine et faire l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. Donc je vais revenir un petit peu en quoi ça consiste, cette déclaration. Sur la diligence raisonnée, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de pouvoir avoir un certain nombre d'informations, un recueil d'informations sur l'origine de ces matières premières. Donc, il faut la description du produit, sa quantité, etc. Et ça va quand même, c'est ça qui a fait pas mal parler, jusqu'à la géolocalisation des parcelles de production. Donc, c'est une traçabilité à la parcelle. Donc ça demande une certaine logistique pour que ce soit mis en place. Le deuxième point, c'est d'avoir une évaluation du risque. Et là, il y avait quelque chose d'important, c'est un niveau de risque déterminé pour trois niveaux, pour 3 pays, 3 types de pays. Donc le niveau de risque faible, avec des pays où on estime que le risque de déforestation est faible, des pays où on estime qu'il est standard, et des pays où on estime qu'il est élevé. Et ça a des conséquences, puisque les règles peuvent différer. Si on est sur des risques élevés, il faut apporter encore davantage de garanties. À l'inverse, si on est du niveau de risque plus faible ou standard, il y a moins d'obligations. Ensuite, il y a d'autres choses à vérifier, l'ampleur de la déforestation, le risque de contournement, etc. S'il y a un risque de déforestation, on arrive au niveau 3, donc l'atténuation du risque. Il faut donner des garanties, en fait, qu'on va limiter ce risque avec des enquêtes, des audits et des procédures de contrôle. La difficulté, en fait, de ce schéma, hein, puisque si on compare, par exemple, à l'importation, quand on apporte du soja OGM, on sait qu'il suffit de faire un prélèvement dans la matière première pour déterminer si on est bien en dessous du seuil réglementaire d'OGM. Voilà, on peut faire le contrôle à l'arrivée. Là, effectivement, pour la déforestation, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'il faut pouvoir retracer jusqu'à la parcelle d'origine. Et donc, du coup, les opérateurs, que ce soit français ou européens, avaient commencé à craindre un peu l'échéance qui, normalement, devait se mettre en place à partir du 30 décembre 2024, donc c'est-à-dire demain, avec un délai supplémentaire qui était déjà prévu pour les TPE-PME de 6 mois supplémentaires. En fait, personne n'était réellement prêt pour que cette application se mette en place à cette date-là, et donc il y a eu pas mal de demandes à ce que le délai soit reporté. Suite à la session de vote au Parlement européen du 14 novembre, il y a eu un report qui a été acté de l'application de 12 mois, donc une année supplémentaire pour que tout le monde s'organise pour pouvoir être prêt pour le 30 décembre 2025. Alors certains parlementaires européens auraient même voulu 24 mois, donc 2 ans de délai. Bon, c'est pas ça qui a été retenu. Et puis, il y avait une proposition de créer une 4e catégorie, donc ça c'est le Parlement qui avait fait cette proposition, une catégorie de pays au risque insignifiant, qui permettrait du coup, par conséquent, un niveau d'exigence beaucoup plus limité et une facilité en fait sur l'exportation de produits d'origine de ces pays-là. Ça n'avait pas encore été validé et entre avant-hier et aujourd'hui, il y a eu de nouvelles informations qui sont arrivées, puisqu'en fait, autant le Parlement avait proposé cette mesure qui n'avait pas encore été validée, autant les États membres s'y sont tous opposés, donc ce qui met à mal quand même cette proposition. Il n'y a que l'Italie qui s'est démarquée de ses voisins européens. Donc il est probable, en tout cas il y a un trilogue qui va démarrer, donc le sujet n'est pas encore terminé, mais quand même ça met un peu du plomb dans l'aile pour le fait que cette 4e catégorie de pays soit proposée. Alors voilà déjà peut-être une première séance de questions suite à ça. C'est le moment où on attend votre question. À la fin de chaque séquence, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Moi, j'en ai une pour commencer. Est-ce que l'abandon de cette 4e proposition, le risque insignifiant, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour la France, en fait? Tout dépend de quel point de vue on se place. En fait, c'est sûr que s'il y avait eu cette 4e catégorie de pays, ça aurait facilité les importations, parce qu'en fait, là, on sait que toute la procédure va être quand même assez lourde pour les importateurs pour pouvoir garantir, enfin voilà, c'est on va dire pas mal de contraintes supplémentaires sur les importations.
Et après, en même temps, le fond du sujet, sur la déforestation, je pense qu'on peut difficilement s'y opposer, si on sait que ça peut limiter les importations déforestantes. Après, il y a quand même des contradictions, hein, je l'ai cité sur le poulet, par exemple, où, on ne pourrait plus importer, et je pense que tout le monde s'en félicitera, du soja qui serait déforestant, mais par contre, on pourrait toujours importer du poulet qui, lui, a consommé du soja qui serait déforestant. Donc c'est là où il y a quand même des contradictions. Enfin, c'est toujours le problème avec ces réglementations, c'est qu'il peut y avoir quand même des failles, et donc c'est ça un peu la problématique. Et l'autre problématique qui est un peu difficile à contourner, c'est qu'on sait qu'il y a un effet domino. C'est-à-dire que si on importe effectivement du soja de parcelles qui sont non déforestantes, il est fort probable que les parcelles d'à côté déforestantes soient utilisées pour le pays, par exemple directement pour le Brésil, si on prend l'exemple du Brésil, et que c'est juste en fait un transfert de surface, quoi. C'est-à-dire que les Européens gardent les surfaces qui ne sont pas déforestantes, mais les autres pays, soit pour leur consommation propre, soit pour des exports vers d'autres pays qui c'est moins regardant sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est une question quand même un peu sensible, un peu difficile. Et c'est vrai que cette quatrième catégorie de pays avait pour objectif de faciliter un petit peu les choses dans une certaine garantie, quoi. Mais je pense qu'il y a tellement d'attentes sociétales fortes sur ce sujet que les États membres n'y sont pas favorables. Mais l'impact pour les éleveurs, on peut imaginer qu'il va être, ça va beaucoup compliquer la tâche? Alors forcément, qui dit contrainte, dit qu'il va y avoir des coûts, hein. Le fait toute cette procédure, des contrôles et cetera, ça va forcément rajouter des coûts, sur le prix de la matière première. Sachant qu'en plus, on le sait, hein, l'Europe, c'est qu'un petit importateur maintenant, notamment face à la Chine ou face à d'autres blocs d'importation de soja. Et en même temps, c'est aussi l'occasion, on va dire, de renforcer l'autonomie protéique et de se tourner vers d'autres protéines, ce que pas mal d'opérateurs ont déjà démarré. Si effectivement le soja devient moins, pour l'instant, on a quand même du mal à se passer du soja parce qu'il est hautement, très, très difficile à concurrencer, hein, par rapport à son coût et par rapport à ce qu'il peut rapporter. S'il devient effectivement plus onéreux demain, peut-être que ça aidera aussi de partir sur d'autres matières premières. Alors, il y a une question de Dominique Chavat qui nous dit: «Quelles sont les raisons expliquant une telle différence de prix entre des aliments, des Pays-Bas, Allemagne et Espagne? Et avez-vous une information sur le prix de l'aliment pondeuse en Pologne et en Ukraine?» Je peux revenir sur la diapo. Alors en fait, bon là, il faudrait, je sais pas si Mohamed pourra nous donner d'autres éléments. Ce qu'il faut retenir pour moi sur cette graphe, c'est vraiment la tendance qui est un peu similaire. Alors attention, faut regarder, plutôt les évolutions que ce qu'il y a réellement, dans l'aliment, parce que les façons dont sont calculées, c'est pas une méthode harmonisée entre aliments, donc faudrait vérifier ce que compose chacun des aliments. C'est pour ça que le graphique, là, il est en base 100. Là, il y a le prix en valeur absolue à droite, mais le graphique est en base 100 pour vraiment regarder les comparaisons, quoi. Donc ça veut dire que, alors, est-ce que c'est le coût de fabrication, est-ce que c'est le coût de vente qui est plus élevé dans ces pays-là? Faudrait creuser la question, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est que l'évolution, elle se fait de façon similaire. Après, il y a des pays, hein, bien sûr, qui ont des accès privilégiés à de la matière première, soit parce qu'ils ont des ports d'importation, soit parce qu'ils produisent aussi localement un certain nombre de matières premières, ce qui est le cas d'ailleurs pour la France, et du coup qui peuvent être plus compétitifs sur l'aliment, quoi. Et ça va être le cas aussi d'ailleurs hors Europe, de grands pays producteurs de céréales ou d'oléagineux. Kevin nous demande: «Savez-vous pourquoi il y a cette exception sur le poulet et pas sur le bœuf, par exemple?» Sur le fait que sur le poulet non déforestant, c'est ça? Enfin là, je pense en fait, c'est un peu peut-être d'ailleurs, je vais revenir sur ce qu'on a dit il y a 2 jours sur le Mercosur, mais on parle énormément dans la presse, des quotas d'importation, sur le bœuf, qui est de 99 000 tonnes pour le Mercosur. C'est 180 000 tonnes pour la volaille. Et alors après, j'ai peut-être un biais de subjectivité, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, beaucoup moins pour le poulet et que c'est vraiment la question, enfin, en tout cas dans les médias, etc., c'est plutôt sur la partie du bœuf. Je pense que c'est juste parce que c'est une filière qui est plus regardée que la filière poulet. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une raison logique ou pragmatique. Enfin, si quelqu'un là, je veux bien qu'il la partage, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit pas juste un effet de focal, puisque on regarde souvent plus ce qui se passe sur les filières bovines et les impacts que ça peut avoir sur nos éleveurs bovins. Donc là, je pense que c'est surtout pour sécuriser les éleveurs bovins, européens. Ouais.
Ronan s'interroge aussi sur cette loi zéro déforestation. Il nous demande, en tant qu'acheteur d'ovoproduits, est-ce que cela nous obligera à exiger de nos fournisseurs éleveurs qu'ils n'utilisent pas d'aliments pondeuses contenant du soja ayant pu être issus de zones déforestées? Oui, alors en fait, c'est ça, c'est-à-dire que alors c'est, en fait, si on va dire tous les importateurs, doivent respecter ces exigences, normalement, une fois que enfin, sur les matières premières qui seront disponibles en Europe, toutes les matières premières auront dû normalement, répondre à ces exigences. Donc on peut estimer que si, elles arrivent sur le territoire européen, c'est qu'elles ont répondu à ces exigences. Donc après, toutes les matières premières disponibles sur le territoire auront dû, être, vérifiées. Et après, normalement, comme tout circuit de traçabilité, ça veut dire que jusqu'au bout de la chaîne, on pourra, dire, que ce produit-là, enfin ce soja vient de tel pays, et même jusqu'à, je disais, hein, jusqu'à la parcelle, normalement, on pourra garder cette traçabilité. Mais c'est ça qui est extrêmement compliqué logistiquement. Alors, je suis pas chez les fabricants d'aliments, je sais pas s'il y en a autour de la table, mais voilà, c'est vraiment ça la difficulté. C'est pour ça qu'ils ont demandé ce report, parce que c'est extrêmement lourd à mettre en place, puisque c'est extrêmement difficile, en fait, de contrôler la production non déforestante, puisqu'il faut aller vraiment à la parcelle sur place, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on est capable de contrôler a posteriori, une fois que c'est arrivé dans les ports, dans les camions, etc. Sur ce côté déforestant, c'est pas en arrivant dans les ports européens qu'on peut le savoir, donc il faut remonter à la source, et c'est ça effectivement qui est extrêmement compliqué. Et puis il y a toujours le risque de fraude, etc. Donc bien sûr, il y a une nécessité de contrôler qu'il n'y ait pas des échanges, qu'il n'y ait pas des permis qui passent d'une cargaison à une autre, etc. Donc c'est ça qui est vraiment très très lourd sur ce dispositif. Ouais, une transparence extrême. Mm. Jean-Charles nous demande quelle est la part de protéines importées par les pays européens et où en est le développement des solutions de substitution? Alors ça, alors il y a le Céréopin qui fait un certain nombre de données. Ce que j'ai en tête là précisément, c'est que sur le soja, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, sur le soja importé en France, le premier pays, pardon, la première filière qui importe du soja en France, c'est la filière bovin-lait. Et la deuxième, c'est la filière volaille de chair. Et l'ensemble des filières volailles, si on rajoute aussi les pondeuses et les canards, représente un tiers des importations de soja. Donc on est encore extrêmement dépendant des importations de soja en France pour les filières volailles. La volaille, alors vous le savez, hein, la volaille est aussi un gros utilisateur de soja parce qu'on a du mal en fait à avoir des alternatives qui sont, on va dire, aussi compétitives. Mais il y a quand même pas mal de démarches qui essayent d'aller. Alors il y a le tournesol Pro, il y a du soja français aussi de plus en plus qui existe. Alors même si sur les volumes on est encore loin de pouvoir être autonome, hein. Et il y a il y a encore des plans protéines qui sont mis en place. Il y a Cap Protéines, un gros projet là dans lequel l'Italie est impliqué pour aller justement sur ces alternatives-là. Donc il y a encore un gros travail à faire. Pour l'instant, on est encore extrêmement dépendant quand même de ces importations, enfin, de ce soja-là et de ces importations par conséquent. Dominique nous demande s'il y aura une différence de prix entre le soja déforestant et le non déforestant, et si oui, de quel ordre est-ce qu'on peut l'imaginer? Il y aura une différence. La première réponse est facile. Oui, il y aura une différence de prix. Forcément, qui dit contrôle, contrainte, enfin traçabilité supérieure, il y aura de toute façon une différence de prix, ça c'est certain. Mais de toute façon, on n'aura pas vraiment le choix, puisqu'il faudra qu'il soit non déforestant. Par contre, l'ordre de grandeur, et ça est un peu plus compliqué. Pour rappel aussi, hein, si on peut faire un peu un comparatif entre le soja OGM et le soja non OGM, il y avait une certaine linéarité, hein, donc il y avait bien sûr un surcoût sur le soja non OGM par rapport au soja OGM, mais il suffit à un moment que le marché se crispe un peu pour que ce qui était une surprime qui était à peu près lisse dans le temps, complètement décroché, parce qu'il suffit qu'à un moment ça tire un peu sur les marchés et qu'il y a une matière première qui est moins disponible, et là ça pourrait devenir tout de suite, l'écart pourrait se creuser, quoi. Et c'est ce qui s'est passé sur le soja non OGM, qui à un moment a vraiment connu un gap beaucoup plus important. Donc là, on n'est pas à l'abri que ça se passe de la même manière sur le soja non déforestant. Eh bien, je ne vois plus d'autres questions, Simon, pour cette séquence. On va pouvoir continuer sur la conso. Alors, sur la consommation, on l'avait vu hier avant-hier, pardon, sur la volaille de chair, et vous savez que la deuxième filière où il y a une consommation aussi très, très dynamique, c'est justement la filière œuf. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, on a pris sur les 10 dernières années, enfin, on a mis aussi la projection de 2024.
la consommation d'œufs totale par an par Français. Quand on fait la somme de la consommation des œufs coquilles plus des ovoproduits, et donc en 10 ans, la consommation par habitant elle a augmenté de 35 œufs, ce qui est énorme, ça fait 3,5 œufs par an de plus par Français. Donc on est vraiment sur une dynamique très positive. Et c'est un graphe qu'on avait présenté aussi il y a 2 jours. C'est quand même quelque chose de notable à faire remarquer. Donc là, c'est l'évolution de la consommation. Donc là, en base 100, c'est 2023, la dernière année complète, où on a les chiffres réels. Le bilan des 10 années passées, donc on voit en base 100 qu'effectivement la viande bovine, la viande de porc ont plutôt eu tendance à baisser, et la viande de volaille et les œufs ont eu une tendance à augmenter pour arriver jusqu'au niveau 2023. Et la projection à 10 ans, donc ça c'est une étude qui a été faite par APSIS, les 3 instituts techniques animaux, IDEL, Itavi, IFIP, pour le Crédit Agricole. On voit qu'il y a une projection à 10 ans qui est extrêmement dynamique, avec une augmentation annuelle de 1,4% par an. Et donc il y a une projection quand même très positive qui montre que les Français vont continuer à consommer de plus en plus d'œufs, qui pour rappel est la protéine la plus abordable pour le consommateur, qui a plutôt le vent en poupe aussi sur toutes les questions nutritionnelles, etc., alors qu'il y a quelques années, il avait été plutôt décrié. Donc tout ça est très favorable pour la dynamique de consommation. Et donc les projections sont extrêmement positives pour cette filière œufs. Alors par contre, à l'intérieur, vous savez qu'il y a pas mal de différences entre les modes de production et les dynamiques. Une fois qu'on a parlé de l'œuf en général, on peut regarder la dynamique code par code. Donc là, c'est les données du panel Kantar pour France Agrimaire. Donc quand on regarde les évolutions sur les 9 premiers mois là, de 2024 par rapport aux 9 mêmes mois de 2023, on voit que sur le total des œufs, le volume, donc qui est en orange clair, et le prix qui est en orange foncé, le volume donc est dynamique et les prix ont plutôt tendance à la baisse. Et d'ailleurs, c'est un peu une tendance générale. Là, on voit, alors on n'est plus, il ne faut pas parler de déflation, attention, il y a encore toujours de l'inflation, mais sur les produits alimentaires, on est quand même bien sur une baisse des prix. Et donc, ça s'applique également à l'œuf. Donc, sur l'ensemble quasiment de tous les modes de production, on a une baisse des prix, sauf pour le bio, où on a une petite remontée des prix, mais sachant que c'est un produit qui avait pas mal pâti, on va dire, dans l'année précédente. Et sur le volume, il n'y a encore que 2 codes qui sont en régression. Donc la cage, et on y reviendra, c'est vraiment lié à la transition vers la fin de la cage de la filière. Et puis pour le bio, là on est à moins 0,6, donc on est presque arrivé à, on va dire, presque à un équilibre. Et donc on verra ce qui va se passer dans les mois à venir, mais on a l'impression quand même qu'on a peut-être atteint un niveau un petit peu plancher. On reviendra un peu sur cet aspect pour la bio, sachant que je rappelle également, l'œuf, dans les produits bio, dans les productions animales, c'est l'œuf qui a la plus grande part. Le deuxième produit animal le plus consommé en bio, c'est le lait UHT, quoi. Le lait UHT et eux sont les 2 produits phares de la consommation bio en production animale. Alors quand on regarde maintenant en distribution justement la quote-part, les parts de marché en fait entre les différents codes, ce qu'il faut retenir en fait, donc vous avez tout en bas la cage. Alors bien sûr quand on dit cage, c'est les cages aménagées réglementation européenne. On est passé en 2023 à 20%, et là dans les 9 premiers mois de 2024, on est passé sous la barre des 20%. C'est-à-dire qu'en grande distribution, il y a moins de 20% des œufs maintenant qui sont des œufs cages. Donc le transfert s'est fait un peu sur le sol, mais un peu tardivement, puis on le verra tout à l'heure dans les projections, dans la les données rétro sur 10 ans. Vous allez voir un peu effectivement que c'est surtout le plein air qui a bénéficié de cet effet transition. Sur le label rouge, donc on est à peu près arrivé à une certaine stabilité autour de 5,2, 5,4 là qu'il y avait sur 2023 et début 2024. Et la bio, ça a un peu réduit avec le pic qui était plutôt autour de 14,3, 14,5 en 2020-2021. Donc là, on a un petit peu baissé, mais on a l'impression qu'on arrive un peu aussi à un effet palier, et on est revenu en fait aux années d'avant-crise. Alors justement, ce que je disais là, quand on regarde sur un pas de temps, donc là c'est depuis 2018, on regarde l'évolution en base 100. Donc là, la base 100, elle est sur janvier 2018, et on regarde l'évolution des différents codes. Donc en vert, le bio, le rouge, label rouge, le bleu plein air, et le sol et la cage qui sont en jaune. On voit en fait qu'effectivement, la bio donc, avait connu un pic dans les années 2020-2021,
Et là, on est revenu plutôt au niveau des années 2019, donc ça reste un bon taux. Le plein air, par contre, qui a une tendance vraiment du début à la fin très, enfin voilà, une courbe de croissance très importante. Et sur le sol, le cage, en fait, le total des deux, on voit que ça à peu près, ça se régule, mais que le différentiel, il a quand même basculé, c'est-à-dire qu'une partie de ce qui aurait pu être tourné vers le sol est partie aussi vers le plein air. Le label rouge est en baisse, mais on voit effectivement qu'on arrivait peut-être à un niveau plateau sur 2024 où on descend plus sur le label rouge. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passe chez nos voisins. Alors après, on vous représentera aussi les capacités de production par pays qu'on présente habituellement, mais là, c'est vraiment en distribution ce qui se passe en Allemagne. Donc c'est un autre panel qui est utilisé en Allemagne. Et donc là, vous voyez la répartition entre la cage, le sol, le plein air et le bio, d'après ce panel GfK. Et en fait, vous pouvez voir qu'en Allemagne, on est quasiment sorti complètement de la cage. Il y a quasiment plus d'œufs cage dans les linéaires, puisque on est à moins de 1%, et ça fait on n'était qu'à 2% déjà en 2015, donc ça veut dire déjà quasiment depuis 10 ans, il y a quasiment plus d'œufs cage dans les grandes surfaces en Allemagne, alors que vous voyez, en 2006 encore, on était à 43%. Donc vraiment, s'il y a un exemple voisin un peu de pays qui a fini quasiment sa transition vers la fin de la cage, c'est bien l'Allemagne, quand vous pouvez voir ce type de chiffres. Mais on le reverra après quand on comparera tous les pays sur la partie capacité de production. Alors, on l'avait déjà présenté, ce graphe-là, la fois précédente, parce que sur les ovoproduits, on a des données à l'année complète, c'est les données qui sont fournies par le SNIPO. Donc à gauche, vous avez la répartition des modes d'élevage là pour la filière des ovoproduits pour la RHD, et à droite les ovoproduits pour l'industrie. Et donc vous voyez déjà que les deux graphes sont assez différents, puisqu'en fait pour la RHD, c'est le segment où il reste encore le plus d'œufs cage, puisqu'on a presque 3/4 encore d'œufs cage dans la répartition des modes d'élevage. Alors ça baisse, mais vous voyez que ça baisse un peu, mais on est quand même à des taux très élevés. Et par contre, ce qui était intéressant, on l'avait cité déjà au WebEco précédent, mais c'est que sur la filière ovoproduits industrie, pour la première fois, en fait, en 2023, il y a eu un léger rebond de la cage, donc un sursaut de la cage. Donc on voit effectivement qu'avec l'effet inflation, la cage a plutôt bien résisté, voire très bien résisté, qui fait qu'on la retrouve même avec un petit pourcentage légèrement à la hausse. Et on est quand même dans des proportions quasiment presque 2 fois moindres dans les ovoproduits pour l'industrie par rapport aux ovoproduits pour la RHD. Et donc ça, c'est lié aussi bien sûr aux engagements, notamment de tous les distributeurs qui vont utiliser des produits à base de poules non élevées en cage. Alors, si on regarde maintenant sur les prix, ce qui se passe, donc là, on vous a remis le détail code par code des prix moyens au 100 œufs. Donc, sur le code 3 de code cage, donc on peut regarder, donc 2024 est toujours en noir et 2023 en rouge sur les courbes. On voit qu'on est à 18,26 € des 100 œufs pour le code 3, donc on est légèrement en dessous de 2023. Mais par rapport à l'année 2022, vous voyez, qui était très inflationniste, on voit qu'on est arrivé à peu près à un plateau, on est même, vous voyez, même légèrement en dessous. C'est la même chose sur le code 2, où on est à 21,35 € des 100 œufs. Sur le plein air, donc le plein air hors label rouge, on verra le label rouge ensuite. Là, c'est pareil, on est plutôt aussi à un certain plateau, une certaine stabilité. Alors 2022 et en bleu, là, vous voyez que ça avait été aussi très inflationniste, particulièrement sur ce code d'ailleurs. Sur la bio, on est vraiment sur quelque chose de très flat, avec des prix bien sûr qui ne sont pas les mêmes, puisqu'on a 41,19 € des 100 œufs. Et enfin, sur le label rouge, on est plutôt une baisse. Alors il y a un peu plus d'à-coups, puis il y a un peu moins de volume de toute façon sur ce segment-là. Et donc on a 34,26 € les 100 œufs pour le label rouge, qui pour rappel est dans le code 1 avec le plein air, mais on peut distinguer quand même le plein air hors label rouge du plein air label rouge. Donc voilà sur la partie consommation. Allez, c'est le moment de reposer vos questions. On en a déjà une première de Kevan. J'espère que j'écorche pas votre prénom, Kevan, n'en voulez pas. Selon vous, la transition vers le hors-cage se fera-t-elle plutôt au profit du sol ou du plein air à partir de maintenant? Ouais, là en fait, sur les dernières années, quand on regarde quand même ce qui se passe sur les dernières années, je vais peut-être remettre ce graphe-là. En fait, quand la filière a commencé sa transition, clairement, c'est le plein air qui a bénéficié de la transition vers les modes alternatifs. Parmi tous les modes alternatifs, c'est vraiment le plein air qui a vu qui a retrouvé les volumes perdus par l'œuf cage.
Mais sur ces dernières années, alors on le reverra aussi quand on compare les pays, la France est un peu atypique, hein, puisqu'elle a assez peu développé l'œuf sol par rapport aux autres pays. En fait, sur l'alternatif, elle est partie sur le plein air quand les autres pays sont partis plutôt sur le sol. Et là, sur les derniers millions, mais c'est des choses qu'on suit notamment avec le CNPO, mais on est plutôt sur les derniers éleveurs qui sont en cage. On est plutôt sur des alternatives vers du sol. À, je ne sais plus si c'est 60-70%, peut-être qu'un collègue pourra préciser le dernier chiffre par rapport aux enquêtes qu'on fait là-dessus. Mais voilà, donc là on est plutôt sur le sol, mais c'est un peu tardif. La plupart de la transition a été faite plutôt sur le plein air, qui fait que, je le rappelle, j'ai pas remis ce diapo-là, mais la France est le pays quand même d'Europe avec le plus de poules qui sort avec l'extérieur, avec quasiment une poule sur deux qui sort à l'extérieur. Marie nous demande comment est-ce qu'on explique que la part d'ovoproduits cash soit remontée pour l'industrie. Bah là, c'est clairement, en fait, ce qui s'est passé. Alors, on l'avait vu aussi, hein, quand on regarde le panel Kantar sur la résistance de la cage, qui, même si elle disparaît des linéaires, a été très, très demandée par le consommateur. C'est un peu le paradoxe. C'est vraiment l'effet inflation, hein, c'est-à-dire avec l'augmentation des prix, on sait que les consommateurs ou les acheteurs, dans le cas des industries, ont privilégié des œufs moins onéreux et donc ont eu tendance à reprendre des œufs cages pour ceux qui auraient pu commencer à s'en passer. Et pareil chez le consommateur, on l'avait vu, il y avait quand même toute une catégorie de la population qui recherchait des œufs cages et comme il y avait moins d'offres, il y a eu une hausse même de prix en relatif, hein, bien sûr, l'œuf cage est resté moins onéreux que les autres œufs en valeur absolue, mais en part relative, c'était celui qui avait le plus augmenté, parce que déjà c'est celui sur lequel il y a moins de marge, donc il y a moins de... Quand il y a un surcoût, le distributeur est obligé de l'indexer, donc ça c'est un premier point. Et puis aussi parce qu'il y avait moins de disponibilité, donc offre et demande fait que l'œuf cage a été extrêmement plébiscité, quoi. Même si effectivement, les distributeurs, comme ils ont des engagements, ils continuent continuent leur transition, mais on voit que là, ça a plutôt pas mal résisté, quoi. Moi, j'avais une question concernant l'exemple allemand que vous nous avez donné. Est-ce qu'ils ont mis en place des choses pour arriver à cette sortie de l'œuf cage? Comment se fait-il qu'ils soient à un niveau si bas? En fait, là, je pense, et d'ailleurs, on regarde l'Allemagne, mais c'est le cas aussi, par exemple, aux Pays-Bas, etc. C'est vraiment des volontés de consommateurs et qu'on va retrouver dans la distribution. Après, il suffit, en Allemagne, après, c'est un peu comme en C'est le France. consommateur vraiment qui a été la Non, locomotive. c'est le consommateur, mais après, c'est à travers la distribution. C'est-à-dire que c'est pas forcément le consommateur à partir du moment, c'est un peu comme sur l'œuf cage. Si de toute façon, il n'y a plus d'œuf cage en linéaire, il va forcément acheter autre chose. Et en fait, le consommateur, ou en tout cas quelques consommateurs qui font un peu pression pour que la distribution bascule, c'est un peu le cas en Allemagne, hein. Vous savez qu'il y a quelques opérateurs très très puissants, et notamment sur les hard discounters allemands qui sont très très forts. Si Lidl ou Aldi décident de ne plus mettre d'œufs cage en rayon, forcément tout de suite ça a un impact très très fort, quoi. Et donc c'est vrai que la sensibilité sur le bien-être animal ou les enjeux sociétaux sur ces questions-là sont aussi plus forts dans les pays d'Europe du Nord par rapport aux pays d'Europe du Sud ou de l'Est. La France, on est un petit peu intermédiaire, fait que voilà, il y a des attentes beaucoup plus fortes. Et puis en Allemagne, il y a quand même des cahiers des charges, même sur le bio. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'ovosexage, c'est quand même le premier pays qui a mis en place l'ovosexage. La France a suivi ensuite. Il y a des exigences, des enjeux sur ces aspects-là qui sont très très forts en Allemagne. Et puis il y a au-delà même de l'œuf, hein, sur l'ensemble des productions animales, il y a des volontés quand même très fortes d'aller sur des cahiers des charges assez exigeants. Et il n'y a que dans les pays Allemagne, Autriche, hein, bien sûr aussi. On cite moins parce que c'est plus petit, mais qu'il y a aussi des exigences très fortes. La Suisse, les Pays-Bas, c'est des pays vraiment qui sont très à la pointe sur ces demandes sociétales et sur ces exigences au niveau des cahiers des charges. Une dernière question de Dominique. Quand on voit le développement important de la production de plein air non label rouge, que pensez-vous du devenir du label rouge, d'autant plus que la différence de prix au niveau du consommateur est importante? Ouais, en fait, c'est un peu toujours une particularité, le label rouge en œuf, puisque autant en volaille de chair, le label rouge, déjà, il est très historique, très ancien, il a su s'installer depuis très longtemps, il a vraiment toute sa place. La grande différence, c'est qu'en volaille de chair, il y a le free range, le poulet sortant à l'extérieur, mais non label, est très très peu développé. Donc c'est une gamme peut-être qui va se développer à l'avenir, mais pour l'instant est très peu développée.
En œuf, c'est vrai que c'est complètement différent, puisque le label rouge, lui, il est beaucoup plus... Il a toujours été, vous voyez, hein, si on regarde sur une longue tendance, il a toujours été plus restreint en quantité, parce qu'en fait, il a un peu, effectivement, il y a le bio, qui est très développé en œuf, il y a le plein air, et du coup, le label rouge, il essaye de trouver un petit peu sa place entre les deux, mais il a du mal un peu à se démarquer. Après, il y a le label rouge, c'est aussi surtout une coopérative très connue qui fait une très très grande part du label rouge, qui a des bons chiffres hein, sur sa filière-là, mais qui est assez peu développée, on va dire, chez les autres opérateurs. Donc c'est aussi très concentré en termes d'opérateurs par rapport aux autres gammes que quasiment tous les conditionneurs et les fabricants de vos produits ont des différents modes de production qui sont représentés, alors que le label rouge, effectivement, ça reste... Alors, on voit quand même qu'il résiste néanmoins, notamment parce qu'il y a un attachement, justement, sur certaines marques très connues sur le label rouge, et donc, je pense qu'il a réussi à trouver son segment. Alors, peut-être que ça va être difficile de se développer plus, mais en tout cas, on voit qu'il arrive à se maintenir à un certain niveau. Donc, à l'avenir, on imagine que là, maintenant, on est sorti un peu de cette crise inflationniste et que le consommateur peut à nouveau, va commencer à se retourner de nouveau vers ses produits sous signe officiel de qualité, qui peut retrouver quelques couleurs sans grignoter quand même la part du plein air et qui est quand même très 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 fort en pondeuse. Si vous n'avez plus de questions, voyons maintenant comment se porte le marché français. Donc, hop. Alors, sur le marché français, une première chose qu'on est obligé de citer, on l'a cité aussi en volaille de chair, et là, il faut qu'on le recite quand même sur l'œuf, c'est bien sûr l'ombre de la grippe aviaire, de l'influenza aviaire sur la filière. Il y a eu 12 cas qui ont été répertoriés depuis le 13 août, à la date du 15 novembre. Sur les 12 cas, il y en a 9 quand même qui sont situés en Bretagne. Pour rappel, les Côtes d'Armor, alors pour l'instant, c'est le seul département dans les 4 départements bretons qui n'a pas été directement touché, mais c'est le premier département producteur d'œufs en France. Donc forcément, quand il y a eu des conséquences en 2022-2023 et des cas de grippe aviaire dans ce département, la filière tout entière œufs, on va dire, est touchée et concernée. Et après, il y a eu 3 autres cas hors Bretagne. Il y a pas mal d'autres pays européens aussi qui sont concernés. Il y a 24 pays européens qui ont été touchés pour l'instant, avec notamment la Hongrie, où là, il y a carrément une explosion des cas, avec plus de 100 cas déjà qui ont été répertoriés. Il y a aussi plusieurs souches qui coexistent. Il y a du H5N1, mais il y a aussi du H5N5 maintenant qui est présent. Et donc la France, elle est déjà basculée, depuis le 15 octobre, elle est basculée en risque modéré. Depuis le 8 novembre, en risque élevé. Donc on est à nouveau sur une période entre la vaccination, la biosécurité, les dépeuplements, etc. Le protocole, on va dire, sanitaire va suffire à ce qu'il n'y ait pas de crise majeure sur l'influenza. La deuxième campagne de vaccination, du coup, est en place en France. Pour rappel, c'était aussi un peu une exception au niveau européen et même mondial, qu'un pays mette en place comme ça une campagne obligatoire sur certains types d'animaux à l'échelle nationale. Le changement notable quand même sur cette deuxième campagne de vaccination, c'est la participation de l'État qui a diminué, puisqu'elle est passée de 85% à 70%, c'est-à-dire que le reste doit être pris en charge par la filière. Le coût estimé de la campagne de vaccination, c'est environ 100 millions d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup, ça a relativisé quand même par rapport au fait où s'il y a une crise majeure avec beaucoup d'élevages touchés, on est plutôt à l'échelle du milliard d'euros de dépenses. Par exemple, sur la crise sanitaire 2022, on avait fait le chiffrage au niveau de l'Italie, on était à 1,4 milliard, entre 1,4 milliard et 1,6 milliard. Donc bon, ça peut paraître beaucoup, mais si ça peut éviter une explosion des cas, c'est un investissement relativement modéré. Et puis c'est pour l'instant aussi qu'une seule espèce qui est vaccinée, qui est le canard. Et l'autre grande nouvelle aussi, c'est qu'on peut maintenant avoir des premières vaccinations au couvoir, ce qui facilite énormément la tâche, parce que ça évite de devoir faire 2 attrapages en élevage pour vacciner les animaux, puisque je rappelle, il y a 2 doses qui sont prescrites pour la majorité des animaux, parfois 3. Alors sur les indicateurs un peu de production, ce qu'on regarde habituellement, c'est la production de poulettes pour regarder ce qui sort des couvoirs. Donc là, sur l'évolution 2023 par rapport à 2022, il y avait eu moins 3,1%. Là, sur les 9 premiers mois de 2024 par rapport à 2023, on est sur une légère hausse, 1,48%, avec des pics. Vous voyez, c'est assez erratique comme type de courbe. Mais si on regarde sur un pas de temps plus long, sur les 13 derniers mois, on est quasiment à une stabilité avec plus 0,49%, donc ce qui est pas mal et ce qui devrait permettre
de remplir à nouveau les élevages. Et ce qu'on regarde aussi, le pendant, on va dire, c'est donc là, on regardait avant ce qui rentrait dans les élevages et là, on regarde ce qui sort des élevages, donc les poules de réforme. Sachant qu'on sait qu'en période un peu tendue, un peu de crise, on peut avoir tendance, et les génétiques actuelles le permettent, d'allonger un peu plus les lots. Donc c'est un indicateur intéressant de regarder comment ça se passe sur les réformes. Est-ce que les éleveurs ont tendance à garder un peu plus longtemps les poules ou pas? Là, on a plutôt des abattages assez dynamiques. Donc la question va être de savoir si, entre les entrées et les sorties, on va être sur quelque chose d'assez stabilisé finalement dans les prochains mois. Et donc on termine sur ces estimations de production avec l'estimation de la production mensuelle d'œufs sur la courbe en noir qui est la projection de 2024 qui a été réalisée en octobre, donc tout dernièrement là. Et donc quand vous voyez 2024 par rapport à 2023, on voit qu'on est légèrement en deçà finalement. Alors pourquoi? Il y a notamment quand même un peu aussi les questions, j'ai pas développé le sujet, mais il y a quand même tous les cas de salmonelle, etc., qui pèsent quand même aussi sur la filière. Donc là, il y a un sujet qui fait qu'on a un petit peu du mal à se démarquer par rapport à 2023, mais on est quand même bien au-dessus de ce qu'il y avait pu avoir en 2022, où là, la filière avait été pleinement touchée, je vous rappelle, par des épisodes de grippe aviaire. Donc on est revenu à un niveau assez... qui permet, on va dire, d'arriver quasiment au taux d'auto-approvisionnement, mais on y reviendra tout à l'heure. Il faudra voir quand même sur à la fois l'IHP, si les cas, bien sûr, n'explosent pas sur la fin d'année 2024, et puis toujours ces questions autour de la salmonelle. Donc le taux d'auto-approvisionnement, donc je venais d'en parler, donc le taux d'auto-approvisionnement, c'est la production sur la consommation. Donc pour rappel, c'est tout ce qui est produit en France versus tout ce qui est consommé en France. Alors ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des imports et des exports, bien entendu. Et donc quand on est à 100%, ça veut dire qu'on produit la même quantité que ce qu'on consomme. Et donc sur la filière œufs, c'est une filière qui est à peu près à l'équilibre. Il y a eu un petit trou en 2022 lié à ce qu'on vient de dire sur la grippe aviaire. En 2023, on avait presque retrouvé l'équilibre, pas tout à fait, on est à 99,1%. En 2024, on devrait être à 99,7%. Donc on est vraiment presque revenu à l'équilibre, sachant qu'en fait, pour être vraiment autosuffisant, c'est mieux d'être légèrement au-dessus de 100%, mais pas tout juste à 100%, puisqu'il y a bien sûr une petite marge de manœuvre à avoir pour être sûr d'avoir toute la production nécessaire à la consommation. Alors, si on regarde maintenant, on fait le focus à la fois sur justement ce qui rentre et ce qui sort. Donc là, d'abord sur les importations, à gauche, d'œufs coquilles, et à droite sur les exportations du même produit d'œufs coquilles. Alors attention, les échelles ne sont pas les mêmes. Vous voyez, l'échelle à droite n'est pas du tout la même que celle de gauche, donc attention à ça. Sur les importations françaises d'œufs coquilles, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une dynamique très forte, notamment des œufs qui viennent d'Espagne, qui est le pays duquel la France importe le plus. Alors, petit rappel aussi, les œufs coquilles qui sont importés en France, c'est pas pour être vendus dans les grandes surfaces, puisqu'en grande surface, c'est quand même quasiment que de l'œuf français qui va être vendu. Donc les importations d'œufs coquilles, c'est plutôt à destination des usines d'ovoproduits présentes sur le territoire français qui vont importer ces œufs coquilles, notamment quand il n'y a pas assez de disponibilité au niveau français. Et les exportations françaises de coquilles, c'est vers quelques pays un peu frontaliers, mais vous voyez, c'est pas du tout des gros volumes qui sont produits, qui sont exportés. Sur les ovoproduits, c'est un peu différent parce que là, on va avoir des niveaux d'importation et d'exportation un peu plus forts. Donc là, il y a aussi l'Espagne qui est le premier pays duquel la France va importer le plus d'ovoproduits, les Pays-Bas, la Belgique derrière, donc aussi tout ça des pays assez frontaliers. Et au contraire, la France va exporter plutôt vers la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, mais surtout regarder les pourcentages d'évolution sont extrêmement dynamiques puisqu'ils sont quasiment à 2 chiffres partout. Donc la filière ovoproduits est quand même avec une belle augmentation. Sur les 9 premiers mois, on est quasiment à plus 30% sur les évolutions d'exportation d'ovoproduits. Donc c'est quand même extrêmement dynamique. On était sur l'œuf coquille plutôt en baisse. L'œuf coquille, produit en France, est plutôt réservé au marché français et pas forcément fait pour l'export. Si on regarde maintenant au niveau du prix, donc les cotations TNO, comment elles ont pu évoluer. Donc à gauche, la TNO calibrée, à droite, la TNO industrie. Donc la courbe noire pour 2024 et en rouge, c'était celle de 2023.
Donc on voit qu'il y a eu une hausse, hein, il y a un rebond des prix depuis le mois de septembre, avec un marché qui est assez demandeur et un manque d'œufs, notamment sur les cotes de 2 et 1. Et puis on a quelque chose d'assez parallèle sur la TNO Industrie, avec une courbe qui ressemble un peu à celle de gauche, avec un peu les mêmes périodes d'augmentation. Alors, petit point sur l'ovosexage, enfin, ça nous semblait, on n'avait pas forcément parlé ces derniers web échos, mais là, comme il y a pas mal d'actu sur le sujet, on s'est permis de remettre un petit point à date. Donc là, la première diapo, c'est un peu ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui, puis la diapo d'après, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place, les premiers éléments qui sont en train de sortir. Donc pour rappel, déjà, c'est qu'il n'y a que 2 pays qui ont mis en place l'ovosexage, donc c'était l'Allemagne au 1er janvier 2022 et la France un an plus tard. Il y a l'Italie normalement qui devrait suivre dans quelques temps, parce que en tout cas c'est déjà acté au niveau de leur réglementation. Et donc il y a un décret en France qui en fait, alors c'est pas l'ovosexage dans le décret qui est obligatoire, c'est l'interdiction de la mise à mort des poussins mâles dans le décret. Et ensuite il y a un accord interprofessionnel, je vois qu'il y a des choses qui ont un peu sauté avec le click meeting, mais du coup c'est du coup l'interprofession qui a mis en place un accord pour prendre en compte le coût de l'ovosexage. La différence aussi avec l'Allemagne, c'était la durée, la durée jusqu'à l'âge de l'embryon jusqu'à laquelle on pouvait faire l'ovosexage, donc au plus tard au 15e jour. Et il y a quand même aussi plein de cas qui sont hors champ, les erreurs de sexage pour les repros, la science, l'alimentation animale. Le fait aussi que c'est uniquement les souches brunes qui sont concernées en France, donc à peu près 85% de la production. Le fait qu'il n'y a pas de collecte pour la RHD et l'export, et le fait qu'il n'y ait pas de surcoût ovosexage pour les éleveurs, puisque comment ça fonctionne, en fait, c'est que les distributeurs prélèvent aux 100 œufs, il y a une taxe de 0,59 € des 100 œufs, qui est collectée via les conditionneurs pour arriver jusqu'au CNPO, l'interprofession, qui reverse ensuite au couvoir. Donc au départ, c'était 1,11 € pour la poulette ovosexée, ça a été révisé à 0,96 €, on verra juste après, ça a été encore à nouveau révisé. Donc ça, c'était le schéma jusqu'à très peu de temps. Et là, ce qui est en train de changer, donc il y a eu un accord au 13 novembre, donc vraiment tout récemment. Il était temps, puisque l'accord actuel se terminait fin novembre, donc il fallait trouver un nouvel accord. Donc là, pour l'instant, ce qui est mis en place, c'est qu'il y a une prolongation de l'accord actuel dans les conditions actuelles, on va dire, pour les 3 mois, donc décembre, janvier, février. Le prix du poussin, enfin le surcoût du poussin ovosexé passe à 0,88 € du poussin, enfin de la poulette. Sachant qu'il y a une évaluation qui est faite par France Agrimaire par un tiers de confiance pour déterminer ce coût, hein, c'est fait par un observateur tiers. La différence qui va se passer à partir du 1er mars, parce que la grande distribution, en fait, et ça vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais la grande distribution n'était pas forcément favorable au renouvellement de cet accord d'ovosexage, notamment parce qu'elle considérait qu'il ne fallait pas que ça se focalise uniquement sur la grande distribution, mais qu'il fallait aussi faire contribuer les autres acheteurs d'œufs. Et donc l'idée, c'est que ce nouvel accord soit étendu à la RHD. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait 7 milliards d'œufs qui étaient concernés, et les œufs qui sont vendus en grande distribution. Donc là, on passerait à 9 milliards d'œufs si on arrive à l'étendre à la RHD. Et donc la part relative de la grande distribution dans le coût de cet ovosexage passerait de 100% aujourd'hui à 80%. Il y a encore pas mal de modalités à caler sur comment tout ça va fonctionner réellement, comment ça sera collecté. Il y a la question aussi de savoir comment pérenniser le dispositif. Donc, on parle d'Egalim qualité, parce que Egalim au sens strict, c'est normalement pour permettre à une filière de compenser les coûts de production qui sont en élevage. Là, le but, c'est que justement l'éleveur ne soit pas concerné par l'ovosexage, que ça passe pas par lui, le surcoût de l'ovosexage. Donc, c'est pas l'Egalim au sens strict coût de production. Puisque dans ce nouvel accord, l'idée c'est quand même toujours que l'éleveur ne soit pas celui qui va devoir payer ce surcoût, même si après il pourrait le répercuter au niveau notamment de la trésorerie. Ça peut faire quand même, vous imaginez, 0,88 € fois quand on a 18 000 poules ou 30 ou 50 000 poules, ça fait tout de suite des montants très importants potentiellement pour les éleveurs. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est on préserve toujours le maillon éleveur dans ce nouvel accord. On élargit le maillon contributeur qui était la grande distribution au maillon RHD.
et après on essaie de voir comment on peut pérenniser ce dispositif, sachant qu'il y a toujours aussi la question, bien sûr, que d'autres pays se mettent à faire de l'ovosexage, parce que pour l'instant, c'est quand même globalement pour la ferme France un déficit de compétitivité, comme c'est le cas d'ailleurs pour la ferme Allemagne, par rapport aux voisins européens. On n'est pas dans une réglementation européenne, on est bien sur une application d'une réglementation uniquement française. Voilà sur la partie marché français. On attaque maintenant vos questions. Alors, on en a une d'Émilie qui nous parle d'équilibre. Alors, je pense qu'elle fait référence à l'autoconsommation. Je crois qu'elle nous demande si on est à l'équilibre en termes d'œufs de table et d'ovoproduits. J'ai pas suivi la question. Émilie nous demande, si je comprends bien sa question, Ouais. si nous sommes à l'équilibre d'autoconsommation, le diagramme où on est à 99,3%, Oui. Ouais. est-ce qu'il s'agit des œufs de table plus des ovoproduits ou il s'agit seulement des œufs de table? C'est ça, tout à fait. Effectivement, c'est l'ensemble. Là, on est bien sur l'ensemble des œufs produits en France. Donc, effectivement, les œufs coquilles comme les œufs pour les ovoproduits. Donc, c'est bien sur l'ensemble de la production d'œufs. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le taux d'auto-approvisionnement, c'est un indicateur parmi d'autres, hein, notamment quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est un des points qu'on va regarder, mais c'est pas le seul. Et puis, attention, c'est pas parce qu'un pays sera à 100% qu'il n'aurait ni export ni import, hein. Il y a quand même toujours forcément des échanges qui ont lieu. Et en France, notamment, on est un pays quand même avec pas mal d'acteurs importants sur les ovoproduits. Et on le verra tout à l'heure dans la partie des échanges. On exporte quand même un certain nombre d'ovoproduits, puis vous avez vu, les dynamiques françaises sont importantes sur la production d'ovoproduits. Donc il y a toujours quand même des échanges qui ont lieu, notamment sur ce segment des ovoproduits, où il y a beaucoup plus d'échanges que sur les œufs coquilles, qui restent un marché relativement généralement pour une consommation interne. Ce n'est pas le cas en France. Hein. La plupart des pays, sur les œufs coquilles, les mouvements sont relativement limités, en tout cas par rapport aux ovoproduits ou à d'autres types de marchandises, d'autres types de production animale. Ah oui, ça voyage mal. Marie nous demande si on connaît les modes d'élevage des œufs et ovoproduits importés. Oui, oui, bien sûr. En fait, là, j'aurais pu le remettre. Quand on regarde la courbe qui était ici, quand on regarde la répartition des modes d'élevage dans la filière des ovoproduits, c'est toute origine confondue. Donc, on sait effectivement quelle est la part pour chacun des secteurs de la répartition des modes de production. Et après, ce qu'on sait également, on avait fait tout un travail pour une étude France Agrimaire sur la filière effectivement ovoproduits. Et donc, on a même des chiffres un peu plus précis que j'ai pas remis ici, puis qui commencent à dater un peu en termes d'années, mais pour savoir depuis quel pays on va plutôt prendre quel type de production, quoi. Pour faire simple, hein, l'Espagne est quand même encore assez majoritairement, on le verra tout à l'heure sur un graphe, sur des œufs cages. Donc, quand on apporte depuis l'Espagne, ça peut être notamment des œufs cages. Les pays, par exemple, Allemagne, Pays-Bas, quand on apporte des œufs, c'est plutôt des œufs sur les autres segments de production. Donc, selon l'origine des pays, ça donne un peu une idée globale de ce que ça peut être comme mode de production. Mais de toute façon, je vous rappelle, hein, la traçabilité de l'œuf au niveau européen, forcément, quand on importe des œufs coquilles, qui vont servir pour des ovoproduits ou qui seraient vendus sur un marché national d'un des pays européens, on a la traçabilité du mode de production, hein, avec le code 0123. Donc on sait, sur l'œuf, pour le coup, c'est quand même assez facile de suivre. Alors ça l'est moins sur les ovoproduits. En tout cas, je veux dire, on perd l'information qui est sur la coquille, mais par contre, on sait aussi les ovoproduits d'où ils proviennent. Dominique nous dit, compte tenu de la part espagnole significative au niveau de l'importation des œufs et des ovoproduits en France, quelle est la part de la production en cage dans ce pays? Ça, on le verra tout à l'heure. Donc, on a remis un graphe avec les capacités de production par pays, et du coup, l'Espagne est représentée. Je vais faire un petit teasing, mais effectivement, le mode cage est le plus représenté encore pour l'instant dans ce pays, quoi. Patience Dominique, vous aurez tout d'ici quelques minutes. Même si ça diminue, la part de cage diminue, hein, ça reste un des pays européens avec la proportion de cage la plus élevée. Une autre question sur la part des ovoproduits dans le marché de l'œuf. Quelqu'un nous dit, j'en étais à 42% en 2023. Quelle est la tendance en 2024? Le ratio 60-40 me paraît pas mal. Je ne sais pas si Mohamed peut compléter, mais dans l'ordre de grandeur, je pense qu'on ne doit pas être très loin de ça encore.
Grégory nous demande le nombre de poules chez les particuliers. Alors ça, je ne sais pas si vous allez avoir le chiffre, mais est-ce que ça a un impact? Comment on peut chiffrer l'impact que ça Ouais, peut avoir, c'est une poule de une particulier sur le question marché? c'est une question toujours un peu compliquée parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de alors il y a des bah, Il n'y a notamment pas de données officielles? il y a pas de données officielles, il y a eu des comment dire? Des revues, des articles sur le sujet pour essayer de capter un peu ça. En fait, ce qu'on peut avoir comme données pour essayer de l'estimer, c'est qu'on sait ce qui sort des couvoirs et on sait notamment, bah, toutes les souches, qui sont spécifiques pour les particuliers, puisque les particuliers n'ont pas forcément les mêmes souches, en tout cas quand ils achètent des poulettes prêtes à pondre, ça va pas être les mêmes souches que ce qu'on va avoir en élevage. Donc ça, on sait ces volumes qui peuvent sortir des couvoirs. Mais après, de là à savoir ce qui est réellement utilisé, enfin la production d'œufs qui est réellement utilisée après par ces particuliers-là, que deviennent les poules, enfin combien de temps ils les gardent, combien elles vont produire, est-ce qu'elles produisent, enfin voilà, tout ça, c'est des chiffres forcément qui sont quasiment impossibles à avoir. Donc on peut faire des estimations. Mais ça reste très, très empirique. On n'a pas de suivi officiel. Pour rappel, normalement, tout particulier détenteur de poules est censé les déclarer à la mairie. En réalité, si vous allez voir votre mairie, ils sont bien dans l'incapacité de savoir ce qu'il faut faire, généralement. Donc on n'a pas trop de la traçabilité sur ce segment-là. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même 98% des Français qui consomment de l'œuf, hein, donc c'est un produit, enfin quasiment le produit avec le taux de pénétration sur la population qui est parmi les plus élevés. Donc tous les Français, quasiment à 2% près, consomment des œufs. Après, même ceux qui ont des œufs chez eux, ça veut dire qu'ils doivent généralement en acheter aussi en grande distribution, ou en tout cas aussi peut-être aussi sous forme d'ovoproduits ou autre. Mais voilà, il y a peu qui doivent être complètement autarciques sur le sujet, au point de ne plus acheter. Alors s'ils n'achètent plus de coquilles, ils doivent continuer au moins à acheter des ovoproduits. Ouais, l'impact est Enfin, infime. des produits qui utilisent des ovoproduits. Mmh. Bertin nous demande une précision. La CVO concerne bien l'œuf coquille GMS et RHD, mais pas l'ovoproduit? Oui, ça c'est une autre bonne question. Effectivement, pour l'instant, ce qui est prévu, en fait, ce qui est prévu, c'est ça. La difficulté aussi, c'est que, je vous le rappelle, c'est que l'ovoproduit, il est plutôt fait avec les souches blanches, alors que l'œuf coquille, il est plutôt fait avec les souches brunes. Et que l'ovosexage, actuellement en France, en tout cas, il est fait sur les poules brunes qui produisent les œufs bruns. Donc en fait, ce secteur ovoproduit, alors à part tous les œufs qui peuvent être déclassés et utilisés aussi en casserie, mais sur les éleveurs en fait qui ont un élevage spécifique tourné vers les ovoproduits, généralement c'est des poules du coup qui rentrent pas dans le sujet de l'ovosexage, en tout cas pour l'instant. Donc on va dire ils sont aussi moins directement concernés puisqu'ils sont pas sur des poulettes ovosexées, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter cette information, mais voilà, ça c'est quand même la particularité et la spécificité française qui est un peu, pour le coup, on est un peu différent aussi de nos voisins allemands sur ce sujet-là, quoi. Alors l'ovosexage fait décidément beaucoup parler sur notre chat. On a d'autres questions à ce sujet. La filière a accompagné les couvoirs pour l'achat des machines d'ovosexage, mais quand seront-elles amorties? Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a, je le disais, France Agrimaire, tiers de confiance, qui fait, qui chiffre en fait, hein, le coût de l'ovosexage, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les machines ont effectivement un coût, mais ce qui coûte très cher dans l'ovosexage, c'est de la propriété intellectuelle, c'est de la recherche et développement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à savoir comment ça va s'amortir, quoi. C'est pas forcément le coût des matériaux qui servent à faire les machines, mais toute l'ingénierie qui a été mise dans le développement de ces machines d'ovosexage, sachant que pour l'instant, même si ça fait du volume, hein, le volume français ou maintenant le volume allemand, on est quand même sur que 2 pays sur l'ensemble du monde qui font de l'ovosexage de façon comme ça aussi massive. Donc on imagine que plus il va y avoir de pays, plus les coûts vont baisser. Et d'ailleurs, le prix qui est retenu, hein, le surcoût là, de la poulette ovosexée se fait sur le moins cher des différents types d'ovosexage qui existent. On retient le moins cher et c'est celui-là qui indemnise tous les couvards. Donc les couvards qui seraient un peu en décalé par rapport à ce prix, qui auraient un prix un peu supérieur, qui, eux, auraient dû payer des machines ou avoir des taux d'amortissement supérieurs à leurs concurrents autres couvoirs, vont se retrouver un petit peu en difficulté. Ça, c'est déjà comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est pas un prix moyen, c'est bien le surcoût à partir du plus faible, quoi. De celui qui est le moins onéreux, quoi.
Dominique nous demande, est-ce que l'ovosexage est pratiqué au Royaume-Uni quand on connaît l'attachement de ce pays au bien-être animal? Bah non, c'est pour l'instant de façon vraiment réglementaire. Il y a effectivement que 2 pays qui l'ont mis en place. Alors après, il y a d'autres pays qui ont, par exemple, je pense à la Wallonie, qui peuvent avoir interdit le broyage des poussins. Il y a aussi des cahiers des charges aux Pays-Bas qui, pareil, interdisent le broyage, ou en Allemagne, avant qu'il y avait le l'ovosexage, il y avait aussi une interdiction du broyage des poussins. Mais en fait, ça veut dire que les poussins étaient euthanasiés au gaz, par exemple, et pas broyés, mais c'est pas pour autant qu'il y avait de l'ovosexage de façon systématique. Donc pour l'instant, c'est vraiment une spécificité de ces deux pays, alors 2 pays majeurs dans la production d'œufs en Allemagne et la France, mais pas encore mis en place dans les autres pays. Et pour rappel, hein, je disais, il y a quand même l'Italie qui, là, s'est positionnée pour être le 3e pays à mettre ça en place. Et je me posais la question, comment compte financer l'Italie et comment finance, enfin, est-ce qu'ils ont à peu près le même système que nous? Non, pas du tout. C'est l'éleveur qui prend en charge? Bah, en fait, la grosse difficulté qu'il y a eu en Allemagne, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout, ils sont pas partis du tout sur les mêmes modèles. Effectivement, on va dire ce système de prélèvement, enfin de cotisation et on reverse au couvoir, c'est vraiment franco-français. Et en Allemagne, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a quand même un tiers des couvoirs qui ont fermé la première année que le l'ovosexage a été mis en place. C'est pas non plus les mêmes technologies, hein, parce que je rappelle, c'était pas la même date, enfin la même durée, enfin le même âge d'embryon qui était nécessaire en Allemagne. Donc c'est pas du tout les mêmes technologies qui peuvent être utilisées. Et donc la première année a été assez catastrophique pour les couvoirs allemands. Et ce qui s'est passé, on en avait parlé lors d'un précédent Webeco, c'est que l'Allemagne, du coup, pour compenser le manque de poulettes ovosexées, a importé des poulettes, notamment des Pays-Bas. Donc voilà, c'est pareil, ça peut être un peu contradictoire, puisque du coup, on ovosexe plus sur place et on achète des poulettes d'un pays où l'ovosexage n'est pas systématique, quoi. C'est vraiment ça toute la difficulté sur ce sujet-là. En fait, le problème, hein, c'est dans un marché déjà qui est, alors on est dans un marché mondialisé, mais le marché européen est encore plus ouvert. Et effectivement, quand on est sur une réglementation spécifique nationale dans un marché ouvert européen, ça nous met en concurrence directe avec les voisins qui ne vont pas appliquer cette même règle. C'est le cas vraiment des Pays-Bas avec l'Allemagne, par exemple. Déjà, les Pays-Bas exportent énormément de produits, dont des œufs, vers l'Allemagne. Mais en plus, là, l'Allemagne, en se mettant des réglementations supérieures, a favorisé les importations depuis les Pays-Bas. Rona nous demande si on connaît le taux de remplacement, si on switch une poule cage vers une poule sol ou plein air, ou alors un élevage cage vers un élevage alternatif. Est-ce qu'on a un taux de remplacement de 1 pour 1 ou alors est-ce qu'on perd systématiquement de la capacité de production? On perd systématiquement de la capacité de production. Donc là, c'est pareil, je vous disais, hein, il y a des études qui sont en train d'être faites par l'Italie pour le CNPO. Les ordres de grandeur comme ça, mais les collègues pourront corriger, compléter dans le chat, mais on sait qu'on est plutôt autour de 70%, quoi. Il y a forcément un peu de la perte, c'est-à-dire que des éleveurs qui vont arrêter et qui vont pas forcément basculer vers le sol ou vers un autre type de production. Et c'est là tout la difficulté et l'enjeu du moment, c'est de savoir effectivement que vont devenir dans les années à venir tous les producteurs cages encore en place. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont faits spécifiquement, des enquêtes qui sont faites chez eux pour essayer de voir quel est le devenir qu'ils envisagent les uns les autres. Est-ce que ça suit ça, les parts de marché actuellement, ce switch? Oui, pour l'instant, en fait, on sait à peu près le nombre d'éleveurs cages qui restent, hein. C'est pas énorme, hein, c'est pas des milliers d'individus, hein, on n'est pas du tout, on est plutôt sur les centaines d'individus. Et donc du coup, il faut presque aller voir chaque éleveur individuellement, enfin ou son OP ou son centre de conditionnement pour essayer de voir ce qu'il imagine dans les années qui viennent. Et est-ce qu'il va s'arrêter tout simplement? Est-ce qu'il va basculer vers du sol, ce qui est le scénario souvent le plus usité, ou est-ce qu'il va partir sur un autre mode type plein air ou pas, quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer de suivre. Et à la journée Itavi là, du 5 décembre à passer, ça va être un des sujets de l'après-midi d'ailleurs, pour ceux qui ont prévu de venir, ça va être un peu le focus sur l'après-midi de parler de cette transition et avec l'enquête que mon collègue Émeric est en train de faire là sur le devenir des codes 3 actuels. Mmh.
Jean-Charles nous demande des nouvelles des filières souches duales et élevage de coqs frères. Alors, il n'y a pas eu les dernières nouvelles, non pas ça, il n'y a plus eu beaucoup d'évolution sur ce sujet-là. Effectivement, hein, donc pour rappel, hein, les souches duales, c'était donc des souches qui permettent à la fois de faire des œufs et de la chair, ou l'élevage des frères, ce qu'on appelle les frères de poule. Tous les essais, alors c'est pareil, c'est pas moi qui ai suivi ça le plus à l'ITAVI, mais les collègues qui ont suivi ça à l'ITAVI, il n'y a aucun essai, que ce soit des duals ou de l'élevage des frères de poule, qui soit concluant. C'est tellement des indices de consommation qui sont désastreux que c'est vraiment pas une option, on va dire, économiquement rentable pour la filière de vouloir élever ces frères de poule. Donc pour l'instant, ces options-là, même en Allemagne, elles sont plutôt sur le déclin parce que c'est vraiment trop coûteux. C'est des indices c'est vraiment pas des souches qui ont été faites au départ pour ça, même si les souches duales, le but c'était d'essayer de rééquilibrer. Pour l'instant, on n'a pas du tout des génétiques suffisamment mixtes pour que ça vaille le coup d'élever des frères de poule pour de la chair, quoi. Et en plus, sachant qu'à l'inverse, les souches viande ont tellement évolué qu'en plus le différentiel, le gap, il est encore plus difficile à combler, quoi. Ouais, d'accord. On a une dernière question d'Anne-Sophie qui nous demande: il n'est pas prévu une réglementation européenne pour homogénéiser l'ovosexage en Europe et éviter la distorsion de concurrence? Et ben ça, c'est tout l'enjeu des 2 pays maintenant qui y sont passés, hein, d'essayer de faire adhérer d'autres pays à leur cause, on va dire, et d'avoir une réglementation européenne. Donc c'est la volonté, par exemple, en France pour l'interprofession. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'accords qui ont été trouvés dans ce sens. Mais c'est un enjeu, effectivement, d'essayer d'harmoniser ces règles pour que ce soit les mêmes règles pour tous les Européens, au moins au niveau européen, que ce soit les mêmes règles. Pour l'instant, c'est pas le cas et il n'y a pas de réglementation dans les tuyaux qui permettrait que ça soit effectif à court terme, en tout cas. Eh bien, si vous n'avez plus de questions pour cette partie, on va passer maintenant au lapin, si je ne me trompe pas. Il doit rester le... Oh, pardon. Autant pour moi. Pas du tout le lapin encore. On passe pas trop longtemps au lapin, effectivement, parce que je vois l'heure qui tourne. Et oui, on a beaucoup de questions, beaucoup de participation, c'est bien. Donc sur l'Europe, on va peut-être essayer d'aller relativement rapidement pour laisser effectivement du temps sur la partie lapin qui suit. Donc en Europe, sur la production potentielle, donc pareil, on regarde souvent les mises en place de poulettes d'un jour. Donc là, on est sur une production qui était en hausse de 1% en 2023 par rapport à l'année précédente. Mais la consommation évolue plutôt plus vite que la production, donc c'est toujours pareil, le risque de se retrouver avec un déficit entre une évolution de consommation très dynamique et une production, même si elle est dynamique, qui n'arrive pas à suivre complètement. Là, sur les 6 premiers mois de 2024, on est plutôt sur une petite baisse, donc il faudra voir sur l'année globale 2024 si on arrive à se maintenir, mais même si on se maintient, ça risque d'être un peu juste pour la souveraineté, là, cette fois à l'échelle européenne. Au niveau des prix, donc là, on regarde donc la TNO, on vient de la présenter pour le marché français en noir. Pour le marché allemand, vous avez Weather-Ems qui est en jaune et le NOP pour les Pays-Bas. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir là sur un pas de temps de 2016 à 2024, c'est qu'on a quand même une hausse des prix qui est importante en Europe sur un peu toutes les cotations, avec des différences quand même importantes, notamment là, vous voyez sur le prix du Weather-Ems au niveau sol qui a extrêmement augmenté parce qu'il y a vraiment une pénurie sur ce code. Alors justement, c'était une des questions du chat. Donc on regarde à chaque fois aussi la répartition des capacités de production par pays. Donc pour rappel, hein, la France, c'est vraiment un pays un peu atypique au niveau européen puisqu'on a un peu deux grandes familles au niveau européen, ceux qui sont quasiment sortis de la cage, Allemagne et Pays-Bas d'un côté, et puis ceux qui sont encore très ancrés au niveau cage, que sont l'Espagne, le Portugal, donc les pays d'Europe du Sud ou de l'Est avec la Pologne. Alors si ceux qui ont suivi plusieurs WebEco sur plusieurs années, le pourcentage ne cesse de diminuer. On était encore il y a quelques années plutôt dans les 75, voire 80% sur certains pays. Maintenant, on est arrivé à 67, 70%, vous voyez. Donc ça continue de baisser quand même aussi sur ces pays-là, ce qui petit à petit développe la production au sol. Mais on est quand même à des niveaux très très différents par rapport notamment à nos voisins nord-européens. Alors sur l'Allemagne, on l'a vu, c'est assez logique puisqu'on l'a vu tout à l'heure, sur la distribution, dans la consommation, il y a quasiment l'œuf cage a quasiment disparu. Et puis la France, donc on est sur quelque chose d'un peu intermédiaire avec
Vous voyez une répartition, alors pas complètement homogène bien sûr, mais on a vraiment 4 histogrammes entre la cage, le sol, qui s'est quand même développé, ces dernières années, avant qui était très peu présent, le plein air qui est extrêmement élevé et le plus élevé, vous voyez, par rapport aux autres grands voisins producteurs, européens, et la part de bio qui est aussi extrêmement élevée, où il y a que l'Allemagne qui a un peu des taux, aussi importants. Donc ce qui fait de la France, hein, si on regarde la somme du rouge. Est-ce que vous entendez Simon chez vous? Ah oui, ça a coupé, je crois. Simon, peut-être Ouais, relancer? excusez-moi, Ah, ça y est, on vous avait perdu. donc désolé, j'ai pas vu qu'il y avait une coupure. Donc je disais sur les exportations, donc là on était sur les exportations de coquilles, donc les œufs coquilles, on en exporte, mais on en importe relativement peu, enfin ou que sur les pays, frontaliers. Donc les exportations de coquilles français se font surtout sur les voisins, que ce soit Royaume-Uni, ou Suisse, principalement. Sur les exportations de vos produits, là, ça voyage mieux et il y a plus d'échanges. C'est une commodité sur laquelle il y a plus d'échanges. Et donc là, les pays vers lesquels on va exporter le plus au niveau français, ça va être le Royaume-Uni, qui est un pays aussi très proche, mais aussi Japon, Thaïlande, qui sont des gros consommateurs de vos produits et qui sont bien sûr beaucoup plus lointains. Ce qui va concerner beaucoup, enfin, ou inquiéter beaucoup la filière, c'est vraiment au niveau des importations, sur les importations ukrainiennes. Donc, pour petit rappel, donc là, on est sur les 8 mois à chaque fois, hein, les comparaisons des 8 mêmes mois de 2024 par rapport à 2023 et 2022. C'est que l'Ukraine était devenue déjà, depuis quasiment le début de la guerre en Ukraine, le premier pays exportateur d'œufs coquilles vers l'Union européenne. Et sur les importations au niveau de l'Union européenne, on en apporte quasiment 4 fois plus en 2 ans. Et c'est 10 fois plus que le deuxième qui est la Turquie. Donc c'est vraiment, l'Ukraine a vraiment une évolution des exportations vers l'Union européenne de façon très très importante. Sur les importations de vos produits, pareil, il y a ce qu'on peut voir tout de suite, c'est les importations depuis l'Ukraine qui ont aussi explosé, hein. Là, on n'est pas sur du x4, mais on est sur du x3 en 2 ans. Alors par contre, là, on voit, il y a le Royaume-Uni qui est un peu plus proche, mais par rapport aux œufs coquilles, où l'Ukraine se démarquait de ses voisins, mais ça reste quand même des importations très massives en provenance d'Ukraine. Alors du coup, pourquoi cette question sur l'Ukraine? Petit rappel, hein, on n'a pas remis tout le détail des dates qu'on avait mis dans le Webeco précédent, mais on a bien sûr sur une période où on a eu une suspension des droits de douane pour aider l'Ukraine dans le conflit. Les œufs en font partie. Mais dans la dernière mouture, parce que c'était refait année après année, hein, l'accord de la suspension des droits de douane était fait pour une année. Et dans la dernière révision, ils ont rajouté une clause de sauvegarde, ce qu'on appelait le frein d'urgence, c'est-à-dire un seuil à partir duquel, si on avait atteint ce seuil-là d'œufs importés depuis l'Ukraine, on rétablit des droits de douane. Et donc là, Mohamed nous a remis sur ce graphe toute la période en grisé, c'est la période où on avait les droits de douane. Donc vous avez le prix Ukraine sans droits de douane qui est en noir, quand on rajoute les droits de douane qui est en turquoise, et le prix des œufs européens en orange. Et donc on voit en fait que effectivement sans droit de douane, l'œuf ukrainien est extrêmement compétitif, mais même avec droit de douane, finalement, il reste tellement compétitif que l'ajout des droits de douane ne permet pas suffisamment de stopper les imports. Et donc c'est ce qui est résumé dans cette slide-là. Les droits de douane sont insuffisants pour limiter les imports. Donc depuis juin, en fait, on avait atteint le seuil, le fameux seuil de déclenchement de ce frein d'urgence. Donc il a été mis en place à l'introduction des droits de douane. Et depuis ce frein d'urgence, les importations ont continué d'augmenter de 45%. Et au 17 novembre, donc là tout récemment, on est arrivé à un volume d'importation où on a atteint 208% du seuil, ce qui montre à quel point le seuil est inefficace. Alors je rappelle, hein, c'est peu d'importations françaises directement depuis l'Ukraine. Par contre, ça peut être des œufs ukrainiens qui transitent par d'autres pays qui peuvent finalement
Alors on l'a vu, c'est pas tant en grande distribution, on est surtout sur de l'œuf français, mais ça peut être, plutôt dans les ovoproduits, notamment RHD et Watt, où il peut y avoir des œufs d'origine ukrainienne. Donc pour finir sur l'œuf, ce qu'il faut retenir, dans les perspectives, bon déjà il y a le point d'IAHP, donc vigilance face aux nouveaux cas, hein. Il y a quand même, la grande question, est-ce que le trio, vaccination, biosécurité, dépeuplement va montrer toute son efficacité? Sur l'Ukraine, c'était les dernières slides, toujours cette interrogation. Le frein d'urgence, il a été actionné, mais ne fonctionne pas suffisamment. Il n'y a pas d'effet notoire. Les importations continuent d'affluer vers l'Europe. Sur l'inflation et la consommation, l'œuf, on l'avait déjà cité, hein, s'en sort relativement bien. C'est la protéine la plus abordable. La dynamique de consommation est très bonne. Après, on voit qu'il y a une hétérogénéité quand même entre codes de production. Et puis, il y a quand même le point d'après, hein, toute la question de la transition vers la fin de la cage. Qui existe en France, mais on l'a vu aussi, hein, qui se développe dans les autres pays européens, même si on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Et puis la question, on a mis quelques slides sur le sujet, sur la solution un peu à long terme sur l'ovosexage, de voir comment ça pourra se pérenniser. Et effectivement, c'était une des questions du chat, voir si ça pourra aussi se dupliquer sur d'autres pays qui permettraient d'ancrer un peu plus cette solution-là. Si l'Allemagne et la France restent isolées, ça restera problématique. Voilà, pour terminer sur l'œuf. Alors, nous avons déjà 2 questions, 2 personnes qui s'interrogent sur ce passage de la cage de 27 à 30 Keivan qui nous dit: «Mais, le CNPO donne 27 d'élevage cage en France dans son dernier plan de filière. Comment est-ce qu'on explique la différence avec ce chiffre de 30 ?» Ça, c'est une question récurrente, qui nous anime souvent. C'est en fait, là, j'ai bien insisté, c'est bien les capacités de production, qu'on regarde, ce qui est pas la même chose que les effectifs, qui peuvent exister. Donc les capacités de production, c'est le nombre de places dans les bâtiments qui existent, mais ça veut pas forcément dire que tous les bâtiments sont remplis à l'instant T, et les effectifs peuvent différer un peu des capacités de production. Et en fait, chaque année, chaque pays européen a obligation de remonter à la Commission européenne, justement, sa répartition des capacités de production, pour que la Commission européenne puisse suivre les évolutions et notamment le transfert, enfin des alternatives à la cage, quoi. Donc voilà, il faut faire attention, on ne parle pas du même périmètre, quoi. Anne-Cécile demande si la Chine n'est pas concernée par nos exports. Non, alors la Chine, pour rappel, c'est le premier pays producteur d'œufs au monde et de très, très loin et du coup, essaye alors elle peut apporter également, hein, mais elle essaye de plus en plus d'être, ils essayent en tout cas d'être de plus en plus autonomes sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'importent pas, comme dans pas mal d'autres productions, hein. Ils ont énormément développé leur production nationale, mais ils sont quand même souvent soumis. Ils ont une telle population qu'ils sont quand même soumis à de l'import. Après, c'est pas un pays. En fait, ils consomment beaucoup de coquilles. Enfin, la différence, c'est que Japon, Thaïlande, tout ça, ils consomment beaucoup d'ovoproduits. C'est pour ça qu'il y a des exports qui se font vers ces pays-là. En Chine, on est plutôt sur les œufs coquilles. Et puis, il y a la consommation qui est importante, hein, d'œufs en Chine. Elle n'est pas du tout au même niveau par habitant. On n'est pas du tout dans les mêmes volumes consommés par an par habitant par rapport à d'autres pays, on va dire, avec des niveaux de vie supérieurs. Qu'est-ce qui explique cette forte baisse des exportations d'ovoproduits vers le Japon depuis 2022? Sur le Japon, là, vous voyez, entre 2023 et 2024, c'est même en légère progression. En fait, c'est vraiment sur 2022 par rapport à 2023. Il y a eu quand même le Japon, hein, quand il y a eu les cas de grippe aviaire, etc., fait partie quand même des pays qui sont assez suspicieux et qui ont fermé d'ailleurs, hein, les frontières sur la partie volaille de chair. On en avait parlé il y a 2 jours. Donc dès qu'il y a des cas de grippe aviaire, ils peuvent être assez frileux. Alors, je ne sais pas si c'était ça spécifiquement, je ne sais pas si Mohamed peut compléter ou Aymeric s'il est présent sur les évolutions, mais c'est effectivement une potentielle réponse sur le Japon. Mais vous voyez, sur les 8 mois 2024, ce n'est pas le cas, ça ne baisse plus. Dominique nous demande, dans la diapositive relative aux pays qui exportent des œufs coquilles en Europe, à côté de l'Ukraine, qui est le pays le plus important, il y a la Macédoine et l'Albanie. N'est-ce pas lié à une entreprise ukrainienne présente dans ces 2 pays? En fait, il y a oui.
Il y a la Macédoine, l'Albanie, l'Estonie. En fait, il y a une entreprise. Alors, si je pense la question, on l'avait présentée les fois précédentes quand on parle de l'Ukraine. Alors, c'est pas dans ces deux pays-là, c'est en Lettonie, où il y a un site. Il y a deux grands groupes en Ukraine, que sont Avangard et Ovostar. Et effectivement, Ovostar, qui est une des deux grandes entreprises ukrainiennes sur les œufs et ovoproduits, a un site, une usine en Lettonie. Et effectivement, quand on regardait les flux qui vont de l'Ukraine vers l'Union européenne, il y en avait un certain nombre qui allaient en fait vers ce pays-là, notamment du fait de cette usine qui est présente là. Alors après, il y a peut-être d'autres sites, Macédoine, Albanie, mais en tout cas, nous, ce qu'on avait regardé, c'était vraiment sur ce site de production en Lettonie. Jean-Charles a 3 questions réglementaires. La première concerne la nouvelle réglementation transport. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a du nouveau? Donc sur la réglementation transport, pour rappel, c'est un certain nombre de nouvelles règles sur les durées de transport, sur le fait que les animaux doivent être en capacité de pouvoir être mobiles dans les cages de transport, que quand ils se dressent, que la crête ne touche pas le haut de la caisse, etc. Enfin bref, ça met un certain nombre de contraintes sur les tailles des caisses qui vont être utilisées. Donc pour la filière pondeuse, il y a bien sûr le transfert des poulettes dans les élevages, et puis après il y a les poules de réforme. C'est les deux maillons qui vont être concernés par du transport. On pourrait aussi parler bien sûr aussi des poussins qui vont dans les poussins issus des couvards qui vont dans les élevages de poulettes. Et donc c'est effectivement un certain nombre de différentes contraintes qu'il faut chiffrer pour essayer de voir le coût que ça représenterait si c'est mis en place, parce que pour l'instant c'est pas encore acté. Il y a une proposition, mais qui va être rediscutée maintenant que les commissaires européens viennent d'être décidés. D'ailleurs, ça va sûrement démarrer sur le début de 2025, toutes les discussions qu'il va y avoir sur le sujet. Et l'idée là, c'est essayer effectivement de savoir un peu ce que ça peut représenter. Si par exemple les caisses, je dis n'importe quoi, mais s'il faut 2 fois plus de caisses pour respecter ces nouvelles dimensions, que les poules puissent se dresser, etc., ou les durées de transport qui sont réduites et qu'il faut du coup 2 camions au lieu d'un, c'est ce genre de choses qu'il va falloir essayer de voir pour voir l'impact au final de cette nouvelle réglementation de transport. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on y travaille avec l'interprofession. Il demande aussi le devenir de l'épointage des poulettes. Alors, j'ai pas aucune nouvelle sur le sujet. Je sais pas si des collègues ont des précisions à faire là-dessus. C'est pareil, alors là, sur les réglementations façon BEA plus globale, il y avait la fin de la cage, il y avait ce sujet de l'épointage, il y avait d'autres sujets qui étaient un peu dans les tiroirs au niveau de la Commission européenne. Tout a été un peu mis au statu quo avec les élections européennes. Là, maintenant que tout est en train d'être mis en place, alors après, ça dépend aussi bien sûr de la majorité du Parlement et de un peu leur velléité d'agir sur tel ou tel sujet. En tout cas, il y a un nouveau commissaire au bien-être qui a été aussi désigné, qui a l'air, de ce qu'on comprend, plutôt assez proche du monde agricole. Donc en tout cas, on verra comment ça se traduit dans les faits. Mais en tout cas, il va y avoir des sujets qui vont être remis sur la table, qui avaient été un peu laissés en suspens pour l'instant. Donc on verra comment ça va se produire. C'est le cas du marquage des œufs en élevage aussi. Pour l'instant, c'est statu quo. Sur le marquage des œufs, là, je sais pas si le CNPO, il y a des gens en présent, parce que il y avait une question notamment sur les petits sites. Là, normalement, au niveau français, ça avait un peu bougé. J'ai plus les détails en tête des dernières évolutions, mais ça, il y avait une échelle française sur laquelle ça avait pas mal évolué. L'idée, effectivement, de garder la traçabilité, mais d'avoir quand même des règles qui soient applicables aussi pour des plus petits détenteurs, quoi. C'est fini pour cette séquence. Cette fois-ci, on va passer au lapin pour de vrai. Oui, alors donc sur le lapin, hop, j'y passe. Donc pour démarrer, on vous a pas remis des données sur les matières premières spécifiquement, puisqu'il y a pas mal de matières premières en commun avec la production précédente. Là où il va y avoir des différences, c'est sur les déshydratés quand même. Le lapin étant grand consommateur de déshydratés. Et donc là, on vous a remis l'indice Itavi qui est en rouge, l'Ipampa lapin qui est en orange et le prix du vif qui est en pointillé. Et donc, quand on regarde, on a des courbes qui sont un peu similaires à ce qu'on avait sur les autres indices Itavi pour les autres productions. Donc, on a eu un gros pic, en fait. Donc, J, c'est pour janvier, c'est année à peu. C'est toutes les dernières années, les 10 dernières années. Et donc, on avait plutôt un pic en 2022-2023 et puis qui a glissé pour arriver jusqu'aujourd'hui plus bas en 2024. Quand on regarde la différentielle
2024 sur 2023, on est à moins 18,9%. Donc on est en forte baisse par rapport à ça. Sur la consommation de viande de lapin, ce qui est quand même un sujet quand même toujours un peu compliqué, parce que quand on voit la tendance à long terme, on est toujours sur une érosion quand même de cette consommation qui se poursuit. On arrive du coup à 330, je me demande si c'est même pas 310 grammes, j'ai dû faire une coquille sur la slide. 330 grammes ou 310 grammes à vérifier par an par habitant en 2024. Et donc la difficulté sur la consommation, je le rappelle, on parlait des œufs tout à l'heure, c'est 98% de la population qui va consommer des œufs. Sur le lapin, de tête, on doit être à 28% ou quelque chose comme ça de consommateurs de lapins. Et donc comme il n'y a qu'une partie de la population qui va en consommer, même si chacun va en consommer du coup plus que ces 330 grammes, ça reste une population plus restreinte, donc forcément c'est plus difficile d'avoir du dynamisme sur la consommation. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur pour cette filière, c'est de réussir à arrêter cette érosion de la consommation, même s'il y a pas mal de campagnes publicitaires et autres qui sont faites pour redynamiser la consommation, et notamment d'aller sur des nouveaux types de produits. Alors c'est un peu ce qui est illustré dans cette diapo-là, un peu à l'instar aussi de ce qu'on peut retrouver dans d'autres espèces. On a tendance à diminuer en fait la part d'entier, de lapin entier, donc ce qu'on voit notamment sur que ce soit le graphe de gauche ou le graphe de droite, pour aller sur d'autres types de morceaux. Donc la part relative, donc là à gauche vous avez les évolutions d'après le panel Kantar en évolution en volume en rouge foncé et en évolution prix en orange clair. Donc sur l'évolution prix, on est sur des choses assez mesurées, mais plutôt en hausse, à part sur la gigolette. Et sur les évolutions volume, plutôt en baisse, mais parce qu'on a des baisses assez fortes, et notamment sur le premier semestre, on en a reparlé pour vérifier les chiffres Kantar, qui sont particulièrement forts sur le premier semestre de 2024. Mais si on regarde en part relative des différentes compositions de types d'achat de lapins, si vous regardez sur le graphe de droite en part relative, ce qu'il faut noter, c'est effectivement la baisse continue du lapin entier, un peu ce que je disais quand on retrouve sur le poulet, où on va consommer moins de poulet entier, ça va être pareil sur le lapin, au profit des demi, des cuisses et gigolettes. Sachant qu'on peut avoir en plus sur le lapin entier, tout simplement des produits qui ne sont plus référencés, donc de toute façon on ne peut plus forcément en trouver dans toutes les enseignes, et c'est pour ça qu'il y avait des progressions assez importantes, notamment sur le demi, qui est beaucoup plus proposé maintenant sous ce format-là par rapport à l'entier. Et donc c'est tout l'enjeu aussi de suivre un peu l'évolution des modes de consommation pour aller sur des morceaux plus adaptés à ce que les gens vont consommer actuellement. Si on regarde maintenant sur les indicateurs un peu plus de production, alors pardon, je vois qu'il y a le titre de la diapo aussi qui est pas le bon, enfin le titre du graphe, pardon. Donc là, on est bien sur les inséminations artificielles en fait, qui permettent de suivre un peu les évolutions de la production. Du coup, vous avez en 2024 en noir, en 2023 en violet et 2022 en orange. Et donc, vous avez semaine par semaine les évolutions des inséminations. Donc, si on regarde sur la moyenne 2019-2021 par rapport à 2022, puis 2023, puis 2024, on voit cette même érosion des inséminations qui est un peu liée, bien sûr, à ce qu'on vient de voir sur la consommation. Et donc, on est en recul de 9% sur les 38 premières semaines de 2024 par rapport à la même période de 2023. Sur les abattages, pareil, on est un peu sur cette même tendance d'érosion des abattages. Et donc là, vous avez sur la courbe noire les abattages de 2024 qui sont effectivement légèrement en deçà de 2023. Donc on a au total sur une baisse de moins 6,5% sur les 9 premiers mois de 2024 par rapport à la même année de 2023. Et pareil, si on regarde sur le trait plein en orange la moyenne 2019-2021, on voit qu'on était à des volumes beaucoup plus importants. On atteignait quasiment les 3000 techs en début d'année, alors qu'on est plutôt maintenant à 2000, 2200, 2300 techs sur le mois de janvier. Après, il y a une saisonnalité, bien sûr, aussi dans la consommation. Alors, sur le prix du lapin, là, sur le prix moyenne du prix vif, donc on a un prix 2024 qui est un peu dans la continuité de 2023. Donc 2024 est en noir avec les petits points jaunes, alors que 2023 est en orange. Et donc on voit que 2024, il est peu ou prou assez aligné sur les prix de 2023, qui est au-delà de la moyenne 2019-2022.
on va dire, avant un peu l'inflation, hein, qu'a connu aussi bien sûr cette filière comme toutes les autres filières, enfin ou tous les autres produits, alimentaires. Et là, sur la moyenne, sur les 44 premières semaines 2024, on est à 2,38 € en moyenne, hein, du kilo vif sur toute cette première partie de l'année 2024. Donc un recul, on le voit un peu, hein, on le devine par rapport à la courbe noire, par rapport à la courbe rouge, légèrement en deçà, donc 1,6% en moins par rapport à la courbe de l'année précédente. Donc on a aussi un enfin les prix qui sont légèrement en baisse aussi sur le lapin. Alors quand on regarde maintenant au niveau des échanges, au niveau de la viande de lapin, là où contrairement aux autres filières avicoles en chair, le lapin a plutôt comment dire, un solde commercial qui est positif et une autoconsommation qui est aussi positive, hein. Donc c'est-à-dire qu'en gros, globalement, en lapin, on produit plus que ce qu'on consomme, on est excédentaire sur la production. Et on le revoit là ici effectivement sur les volumes des échanges. Donc à gauche, vous avez les échanges en volume et à droite, les échanges en valeur. Et donc vous voyez, donc les imports, c'est le petit histogramme le plus foncé, bleu foncé, et le bleu plus clair, c'est les exports. Donc on a bien un assez gros différentiel entre ce qu'on va exporter et ce qu'on va importer en volume. Donc le solde, il est très positif et il a eu tendance sur les 9 premiers mois de 2024 à être encore plus positif que l'année précédente, puisqu'on on est passé de 2 500 000 tonnes à 2 millions, on est passé de 2 millions de tonnes à 2 500 000 tonnes. Sur la valeur des échanges, du coup, on retrouve ce qu'on a vu sur les volumes, avec une progression aussi donc de 9 millions d'euros à 11,6 millions d'euros sur le solde, qui du coup retrouve aussi un solde qui est encore plus avantageux sur 2024 par rapport à 2023, pareil, hein, sur les 9 premiers mois. Donc des exports qui progressent plus 9,7% et des imports qui baissent, qui fait que le total, bien sûr, si les deux vont dans le bon sens, améliore le solde. Alors si on regarde maintenant la destination ou la provenance à la fois de nos exports et de nos imports, sur les pays de destination des exports français, en fait, ce qui s'est produit et ce qui explique une grosse partie de la hausse, notamment en volume, c'est qu'on a retrouvé des parts de marché sur l'Italie avec une évolution très significative. Rappel, hein, l'Italie, c'est aussi un très gros pays consommateur de lapin, avec l'Espagne, hein, c'est plutôt l'Europe du Sud qui consomme du lapin. Et donc, du coup, on a retrouvé des parts de marché sur l'Italie avec presque plus 30%, ce qui explique la bonne dynamique globale des exports français. Par contre, on a sur les États-Unis, on l'avait déjà vu dans les années précédentes, où là, on a reperdu un peu des parts de marché avec moins 37%, mais vous voyez, en valeur absolue, ça pèse quand même beaucoup moins les États-Unis maintenant que les pays frontaliers européens. Et sur les pays là desquels on va importer notre viande de lapin, donc on a aussi nos voisins européens et notamment l'Espagne. Donc là, on a une baisse importante de 49%, donc on a divisé presque par deux les importations espagnoles. On l'a montré, hein, comme il y a une production qui est excédentaire par rapport à notre consommation, on est on va plutôt exporter davantage et importer de moins en moins. Et donc du coup, même aussi les imports depuis la Chine, qui est le premier pays producteur, mais on y reviendra, et exportateur dans le monde, a vu son exportation vers la France diminuer de 10%, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et pour la Chine, hein, notamment, on sait que c'est dans le secteur notamment de la RHD où il va y avoir pas mal de lapins d'origine chinoise qui peuvent être utilisés. Alors, on vous a remis aussi quelques petits graphes en fait sur la production mondiale, hein, pour vous donner quelques chiffres au-delà de ce qui peut se passer en France. Donc, vous avez sur le graphe de gauche en fait l'évolution de la production mondiale de lapins, exprimée en milliers de tonnes. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi une érosion quand même globalement de la production de lapins dans le monde. Mais ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ça, c'est le graphe de droite. C'est la part de la Chine, qui est un pays, alors on l'avait vu, hein, déjà dans un Webeco précédent, c'est pas forcément toutes les provinces de Chine qui consomment beaucoup de chinois, mais il y a quelques provinces qui en consomment de grandes quantités, on va dire, c'est vraiment une habitude culinaire dans certaines provinces. Donc la Chine, quasiment tout seul, pèse presque la moitié de la production mondiale de lapins. Il y a la Corée du Nord qui pèse aussi énormément. Et puis après, ça va être l'Union européenne à 27 qui pèse. Et puis je vois qu'il y a des petits graphes
des petits intitulés qui sautent aussi dans la présentation. Il faudra qu'on les rajoute quand on vous renverra le diaporama. Donc voilà sur la production. Et donc si on regarde maintenant au niveau des échanges de la viande de lapin, donc à gauche vous avez donc du coup les exportations cette fois-ci et pas non pas la production mondiale de viande de lapin exprimée en tonnes équivalent carcasse, et à droite donc les pays exportateurs. Donc forcément, j'ai envie de dire, on va retrouver un peu les mêmes pays que les pays producteurs. Donc la Chine en premier lieu. Donc elle pesait presque la moitié sur la production, mais elle pèse plus de la moitié sur les exports, avec 57% de l'exportation au niveau mondial. Ensuite, on a plutôt des pays européens, que ce soit la France, la Hongrie, l'Espagne, et puis après on va avoir le Canada dans les pays non européens avec 7%. Alors vous voyez, les pays européens sont un peu au coude à coude entre les pays plutôt latins européens ou de l'Est européen, qui vont être les pays à la fois producteurs et consommateurs, et du coup également exportateurs. Alors ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est pas une production qui est beaucoup échangée. Il y a eu que 0,9% de la production qui a été échangée en 2023, donc c'est assez faible, enfin c'est même très faible. Et c'était 1,6% en 2010, donc c'était déjà pas très élevé, mais ça a encore eu tendance à baisser. Donc il y a d'autres viandes qui sont beaucoup plus échangées sur les marchés mondiaux que celle de la viande de lapin, qui est en fait beaucoup auto-consommée dans les pays dans lesquels elle est produite en réalité. Et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une baisse plus rapide des échanges versus la baisse de production. Donc ça a tendance à se concentrer davantage aussi. La consommation se concentre là où il y a de la production, avec des échanges moindres. Alors là, on avait regardé du coup la production, les pays exportateurs, et là maintenant on va regarder les pays importateurs de viande de lapin. Donc on va en retrouver un certain nombre qu'on avait déjà vu dans les pays producteurs et exportateurs, mais on va en trouver d'autres par contre, notamment je pense aux États-Unis, qui est un gros pays importateur, alors qu'il en produit relativement peu par rapport aux autres pays qui sont ici présents. L'Union européenne, si on fait la somme des différents pays, Belgique, Allemagne, France, ou voire qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont des voisins européens comme le Royaume-Uni, la Suisse, etc., on est vraiment sur une importation quand même très forte au niveau européen. Et après, donc, c'est plutôt du coup l'Amérique du Nord qui va être l'autre grand importateur de viande de lapin. Donc c'est vraiment deux blocs qui font le gros des importations de viande de lapin. Et là, juste pour vous mettre la tendance des exports sur les 6 premiers mois de 2024, pour vous montrer un peu les dynamismes. Donc on a la Chine, qu'on a vu, qui était vraiment de très loin le premier pays exportateur, qui est encore en progression. La Hongrie, qui est en progression. On a déjà parlé de la France, l'Espagne et le Canada. Alors juste un petit, en termes d'actualité sur la filière lapin, donc là il n'y a pas de question de nouveau sexage. Il y a la question pas mal autour de l'attractivité, donc je vous ai remis une petite diapo sur le sujet. En fait, on l'a vu et on l'avait présenté la fois dernière sur la dynamique démographique. Alors même si effectivement on a une consommation qui est en baisse, on a une production pour l'instant qui permet du coup de satisfaire le besoin de la consommation française. Il y a quand même un enjeu de renouvellement des éleveurs dans cette production cunicole française. Et donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une production qui arrive à attirer de nouveaux jeunes à s'installer. Et donc il y a un projet qui a été lauréat du dernier appel à projet CASDAR, donc Relève Lapin, donc qui est porté par le CLIP et dans lequel l'ITAVI est en appui. Il y a aussi d'autres partenaires, qui sont la Chambre d'agriculture Pays de Loire et des interprofessions lapines régionales. Et donc l'idée en fait de ce projet-là, dont vous allez sûrement entendre parler pour ceux qui sont dans la filière, c'est vraiment de renforcer l'attractivité du métier, mais à différentes échelles, en travaillant sur différents axes. Tout ce qui est la formation, notamment la formation initiale, parce qu'il y a très peu, voire quasiment plus de modules de formation en lapin qui sont existants dans les lycées agricoles notamment. Donc c'est pouvoir, pour ceux qui veulent s'installer, avoir des modules de formation. Tout un axe bien sûr autour de la communication. Donc il y a eu pas mal de communication produit fait par l'interprofession. Là c'est plutôt de la communication métier. Vous voyez là, il y a déjà une plaquette qui a été produite qui est accessible auprès du CLIP. Il faut demander auprès du CLIP pour les opérateurs qui en souhaiteraient.
Et donc là, vous voyez, enfin voilà, c'est vraiment des plaquettes à usage de communication pour attirer, par exemple, des jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture, mais qui n'ont pas forcément pensé à l'élevage de lapins, et qui pourraient du coup, via ce genre de communication, réfléchir à partir plutôt sur cette filière-là. Il y a aussi tout le côté éleveur ambassadeur, d'avoir des éleveurs qui sont en capacité de parler de leur métier, qui puissent intervenir notamment dans les écoles. Il y a aussi la question d'accueillir des stagiaires dans les exploitations. On s'est rendu compte, en fait, lors du stage d'Anel, je pense qu'il est dans les participants aujourd'hui, qui est maintenant au CLIP, mais quand il avait fait son stage sur la question de l'attractivité dans la filière, il y avait beaucoup, beaucoup d'éleveurs, en fait, qui étaient tombés un peu dans l'élevage de lapins un peu par hasard. Comme c'est une filière quand même où il y a relativement peu d'éleveurs présents par rapport à d'autres filières, c'est un peu plus difficile de savoir ce qui s'y passe. Et il y a la plupart des éleveurs qui sont installés, ils sont venus un peu par hasard. Et donc l'idée, c'est de favoriser ce hasard, de créer cette dynamique pour essayer d'avoir plus de monde. Et puis il y a aussi un autre pendant, c'est qu'on l'a pas remis là, mais on pourrait peut-être vous le mettre pour un des prochains WebEco. Il y a le développement quand même des modes de production alternatifs aussi, un peu le pendant de ce qu'on vient de voir sur l'œuf, avec des logements, tous les systèmes, il y a plusieurs systèmes qui existent où les lapins sont dans des parcs collectifs. Et ça peut avoir aussi un regain d'intérêt pour installer des jeunes qui ne voudraient pas forcément le système classique cage, mais qui s'y retrouveraient peut-être plus dans ce type de système alternatif. Donc, ce qui peut être aussi plus vendeur, plus attractif pour attirer des jeunes. Donc voilà, ça c'était juste pour vous faire un petit focus sur l'actualité un peu de la filière avec ce projet qui démarre. À retenir du coup sur la partie lapin, le gros, mais on en reparle effectivement à chaque fois parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, c'est vraiment les questions de consommation, de réussir à freiner cette baisse de consommation qui pour l'instant continue à se poursuivre, même s'il y a pas mal d'efforts de communication, et puis aussi d'adaptation des produits, parce qu'il faut effectivement que les produits suivent l'évolution des modes de consommation. Il y a quand même des risques d'effets seuil critiques. On l'a dit, il y a certains types de produits qui peuvent être déférencés ou autres. Il faut faire attention qu'on n'atteint pas des seuils critiques si le consommateur qui recherche du lapin n'en trouve pas dans son hyper ou super habituel. Le risque, c'est qu'il n'y revienne pas la fois d'après. Donc, il y a vraiment des seuils. On arrive dans des niveaux de seuil un peu d'alerte. Alors, c'est pas spécifique à la France, cette baisse de consommation. Tous les pays européens sont concernés. On l'a vu même au niveau mondial. La production, elle est plutôt quand même globalement en baisse pour l'ensemble des pays consommateurs. Ce qu'il faut retenir après au niveau mondial, là les quelques slides qu'on vous a présentés sur le niveau mondial, c'est que la Chine est ultra dominante sur cette production, la consommation et même les exportations de la viande de lapin. Donc ça, il faut retenir que c'est vraiment là où ça se passe. Tout à l'heure, on parlait dans les œufs de l'Ukraine ou autre. Là, les importations, c'est plus sur ce pays-là que ça peut être sensible. Et bon, sur le volet sanitaire, il n'y a pas grand-chose. La VHD est plutôt contenue, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis, ce qu'on disait juste avant, c'est quand même la transition vers les modes de logement alternatifs. Est-ce que c'est pas une carte à jouer sur l'attractivité des métiers? Donc, c'est un des objectifs du projet Relève Lapin que je viens de vous présenter juste avant. Donc voilà, question sur la filière lapin. Le moment des questions, on en a déjà deux. Keivan nous demande quelle est la dynamique sur l'élevage cage dans la filière lapin. En fait, donc du coup, donc déjà la dynamique d'élevage, elle est différente en lapin parce que globalement, on a tendance à perdre des éleveurs quand même chaque année, ce qui n'est pas le cas dans la filière œuf qu'on a vu juste avant, où on a eu plutôt, qui est un peu atypique aussi dans l'ensemble des productions animales. Il n'y a que 2 productions animales au niveau France qui ont vu leur nombre d'éleveurs augmenter entre le recensement agricole 2010 et 2020. C'est les œufs d'abord et les caprins ensuite. Et après, toutes les autres filières animales, quelles qu'elles soient, y compris les autres filières volailles de chair, ont vu leur nombre d'éleveurs diminuer. Le lapin a diminué aussi, encore plus fortement que d'autres productions. Effectivement, du coup, la part globale d'éleveurs est en baisse. Après, dans la proportion de modes alternatifs, dans la proportion totale du nombre d'éleveurs de lapins, la part relative, elle est bien sûr en progression. Alors, je ne sais pas si mon collègue Vincent Pedro est présent, il pourrait nous redire un peu dans le réseau Renaseb à combien on est, mais de tête, on doit être
autour de 10, peut-être un peu moins de 10 de la production qui se fait dans des élevages, on va dire maintenant alternatifs. Ici, il peut préciser le chiffre dans le chat. Donc ça progresse, ça ne cesse de progresser, cette part relative. Alors, est-ce que 8%. c'est ça, 8%, donc un peu juste en dessous de 10%. Alors Renaseb, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est le réseau, enfin c'est comment dire, le dispositif de référence à partir des GTE Lapin. Donc on est assez exhaustif. Alors, il n'y a pas toute la production qui est dans le réseau Renaseb, mais il y a quand même une très très grande large majorité. Donc ça donne une bonne idée, ça donne un bon aperçu de ce qui peut se passer dans la production. Et donc du coup, ça c'est plutôt, enfin voilà, la part relative va augmenter, va ne cesser d'augmenter, c'est-à-dire qu'en gros, les élevages cache-carrette risquent d'être de plus en plus, quand ils vont se renouveler, par des élevages en logement alternatifs. Donc ça, c'est sûr que ça ne fera que progresser. Et puis il y a aussi un engagement, enfin on va dire la filière a aussi des velléités de développer ces logements alternatifs. L'interprofession, on en parlait tout à l'heure, encourage ce mode de production. Et puis après, il y a aussi bien sûr les distributeurs ou autres qui peuvent être intéressés par des démarches, on va dire, qui correspondent à un certain nombre d'enjeux sociétaux, en fait, hein, sur les questions de bien-être animal ou autre. Ça permet de répondre à des attentes consommateurs. Et du coup, ça va continuer sûrement à se développer avec des démarcations de différentes enseignes pour développer ce type de production. Alors, on va rester sur les élevages alternatifs avec cette question d'Anne-Sophie. En parallèle des différentes méthodes d'élevage œufs en Europe, sommes-nous les seuls à faire du lapin en élevage alternatif? Alors non, bah en fait, c'est un peu comme, comme en Europe, tout ça, c'est des questions quand même très européen centrées, hein. Il n'y a quand même pas beaucoup d'autres zones dans le monde, mais par exemple en Chine, tout ça, Il y a on peu n'est de pas du chance. tout sur ces modes de production. Par contre, pareil, les collègues pourront compléter, mais en Belgique ou dans d'autres pays où il y a de la production de lapins en Europe, il y a aussi ces discussions ou ces évolutions vers d'autres modes de logement. Donc c'est aussi un sujet qui concerne un peu nos voisins européens. Alors les proportions sont peut-être pas les mêmes, hein, mais c'est aussi un sujet qui se passe partout en Europe. Et puis tout à l'heure, je parlais à l'initiative Fin de la cage en Europe. Il y avait une initiative citoyenne européenne. Je ne suis pas revenu dessus parce que pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Peut-être qu'on en reparlera dans les prochains Webeco. Mais si cette initiative citoyenne européenne qui a pour objectif de finir, enfin de terminer l'ère de la cage en Europe, hein, c'est ça le titre de l'initiative, ça veut dire que toutes les filières, y compris la filière potentiellement lapin, alors qui est pas forcément dans le, comment dire, le lapin n'est pas toujours dans le spectre. L'avantage d'être d'une filière un petit peu moins en vue peut faire que des fois on n'est pas dans le spectre de certaines réglementations, mais il n'empêche que sur la question de la cage, ça va être une question quand même qui risque de revenir sur le devant de la scène sur les réglementations européennes. Donc dans tous les cas, il y a nécessité de travailler sur les alternatives possibles. Après, il faut voir bien sûr toutes les questions déjà économiques, voir la rentabilité des nouveaux systèmes. Parce qu'on a vu en période inflationniste, on pouvait avoir des fois des consommateurs qui vont se détourner de certains produits animaux trop chers, donc il faut rester compétitif quand même de ce point de vue-là. Et puis après, il y a aussi d'autres questions techniques, sanitaires ou autres. On a quand même très largement amélioré le côté sanitaire de l'élevage de lapins. Il ne faudrait pas que ça vienne détériorer tous les gains qui ont été faits par la filière sur des longues années. Anne-Sophie demande quel pays exporte aux USA? En fait, c'est plusieurs pays, on l'a vu, européens. Alors, d'un Webeco à l'autre, on voit que des fois, on se repique les parts de marché parce qu'en fait, on n'est quand même pas sur des très gros volumes par rapport à d'autres filières. Donc, il suffit qu'il y ait un ou deux opérateurs qui remportent un marché, qui soit français, italien, espagnol. Et donc, du coup, c'est entre ces différents pays que ça peut switcher. Donc, des fois, là, par exemple, la France a regagné des parts de marché sur l'Italie, et puis la fois suivante, ça sera peut-être vers les États-Unis. Mais voilà, c'est plutôt les différents pays, notamment européens, qui peuvent exporter. Et puis après, bien sûr, les exportateurs majeurs, on en a parlé tout à l'heure, notamment la Chine, qui exporte, j'ai envie de dire, dans tous les pays du monde, qui est de très très loin le premier pays exportateur, qui va exporter aussi vers ces marchés-là. Retour en France avec une question de Mixscience qui parle de la consommation en baisse et qui demande est-ce que c'est majoritairement dû à un désintérêt des consommateurs français pour les lapins ou bien est-ce que c'est à cause du fait que ce soit peu proposé en rayon en France?
Bah, c'est sûr que ça peut être un cercle un peu vicieux. Globalement, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, je sais pas si Mohamed ou Vincent, vous avez le chiffre en tête de la part de la population qui consomme du lapin. J'ai dit 28%, mais ça serait si vous avez le chiffre précis, ça serait bien de le remettre si vous l'avez là sous la main. Mais c'est qu'il y a toute une partie de la population qui ne consomme jamais de lapin. Et donc effectivement, comme il y a toute une partie de la population qui ne consomme jamais de lapin, les quelques consommateurs, les 28% par exemple de consommateurs de lapin, s'il n'y a pas de lapin qui est proposé dans le supermarché, bah, peut-être qu'ils vont aller une fois ou une autre dans un autre supermarché, puis la fois d'après, ils diront bah tant pis, j'en achète plus. Donc effectivement, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire comme il y a moins de consommation, et puis il faut surtout pas qu'il y ait de la casse en magasin, hein, s'il y a beaucoup de pertes, parce que bah, s'il y a du lapin qui est invendu ou autre, bah, le risque c'est que le distributeur, la fois d'après, il en met moins, ou que certains morceaux ou autres. Le consommateur ne trouve pas ce qu'il souhaitait une première fois, puis la fois d'après, ben, il n'en achète plus, quoi. Donc c'est vraiment le risque du déréférencement est quand même très important quand on arrive sur ce type de volume, qui va concerner aussi certaines espèces de volailles qui sont à plus petits effectifs. Hein. Il n'y a pas que le lapin qui est concerné, il y a pas mal d'espèces. On est en train un peu de standardiser notre consommation sur les viandes majoritaires, que ce soit le porc, le bœuf, le poulet, quoi, pour faire simple. Et du coup, toutes les autres espèces animales, le risque, c'est effectivement que dans certains supermarchés ou hypermarchés, elles ne soient plus référencées. Et là, bah, effectivement, si on n'en trouve plus, bah, on n'en consomme plus. Enfin, puis voilà. Donc, c'est un enjeu aussi de effectivement toujours proposer. On l'a vu aussi sur le bio, hein, ça a été un grand discours quand il y a eu la perte sur la filière bio là, avec l'inflation. Il y a quand même énormément de chaînes de magasins qui ont réduit fortement les linéaires bio. Et bah, ça a accentué forcément les pertes au niveau des ventes de ces unités de consommation bio. Donc c'est sûr que ça s'alimente. Plus on en propose, plus il y a de chances que le consommateur va en acheter. C'est vrai aussi sur toutes les offres promotionnelles. Hein. Plus on va proposer des offres promotionnelles, plus on sait qu'on va faire du volume aussi. Donc il faut qu'on en trouve en linéaire, il faut qu'il y ait des promotions régulièrement qui soient faites dessus. Enfin, voilà, c'est ça qui permet d'entretenir en fait bah, le fait que la consommation perdure. Ouais, entretenir un cercle vertueux. Écoutez, c'est la fin. Certaines questions ont été directement répondues dans le chat. Je pense notamment à la production en Pays de Loire. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Timing tenu. Simon, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Au plaisir. Et puis, vous pouvez donc retrouver le replay de ce webinaire dans votre boîte mail. Il faudra auparavant répondre à un petit questionnaire de satisfaction, nous dire si vous avez eu toutes les infos que vous souhaitiez, si ça vous a plu. Et puis, ma foi, on se retrouve pour une prochaine. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et on remercie une dernière fois nos partenaires CCPA et Tecna, sans qui, bien sûr, la réalisation de ces webinaires n'aurait pas été possible. Belle fin de journée à tous. Merci à tous. Au revoir.